mes chers amis, mesdames et messieurs les hautes personnalités, bonsoir. Je suis très honoré d'avoir à vous accueillir dans les salons de l'Hôtel de Ville de Lyon au nom de Gérard Collomb, sénateur-maire. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que c'est en effet un immense honneur qui vous est fait d'être reçu dans ce salon d'honneur habituellement réservé aux personnalités extrêmement importantes, style pape, Premier ministre chinois, chef de la France libre, et également joueurs de football de l'OL lorsqu'ils sont victorieux. Mais cela étant, bienvenue à tous. L'association des jeunes ambassadeurs, que je côtoie depuis quelques années déjà, me paraît être une exception au principe selon lequel l'idée la plus séduisante survit rarement très longtemps à sa mise en pratique. Depuis plus de 10 ans, par exception, elle accueillit plus de 1500 étudiants étrangers, confirmant sans cesse le bien fondé de cette idée de départ, étudiants étrangers brillamment diplômés, représentant 85 nationalités émanant des 5 continents. Elle est le moyen pour les entreprises de nouer des relations durables avec de jeunes diplômés promis à un avenir actif et influent dans leurs pays respectifs. C'est l'un des points. Elle est également le moyen pour notre région de se mieux faire connaître à l'international, d'exposer ses savoir-faire et ses potentialités. C'est un second point. Mais elle n'est pas un service offert aux entreprises. Ce serait affligeant. Elle n'est pas non plus un objet de promotion du territoire. Ce serait tout à fait pitoyable. Elle est essentiellement un moyen offert à des jeunes de découvrir un type de culture, d'environnement professionnel, de relations sociales différents de ceux qui prévalent dans leur pays d'origine. Elle a d'abord et essentiellement la valeur d'une démarche humaniste et pédagogique. Les jeunes ambassadeurs sont des jeunes gens éduqués. Leurs efforts personnels, le soutien de leur famille, leur ont permis d'acquérir une formation solide, complétée par une expérience internationale. Ce privilège les oblige, au-delà de légitimes préoccupations professionnelles, il leur incombe de prendre leur place dans la construction d'un monde certes décloisonné, il l'est déjà, mais surtout plus équitable, plus égalitaire et si possible affranchi des crispations culturelles et religieuses que nous voyons se tendre chaque jour davantage. La conférence organisée par l'association des jeunes ambassadeurs, grâce au dynamisme de son vice-président, M. Chantreau, que je salue, je l'ai déjà fait tout à l'heure, mais je le fais maintenant plus officiellement, vous propose des interlocuteurs de choix, non seulement par la qualité des personnalités qui sont autour de cette table, mais par le poids des valeurs et des institutions qu'ils représentent. La culture, la spiritualité, la puissance militaire, l'entreprise, la recherche scientifique, la coopération internationale, j'espère que je n'ai oublié personne. Enfin, tous ces éléments qui sont vraiment les piliers du monde en transformation auquel nous participons tous, doivent vous permettre, je crois, de prendre davantage conscience des responsabilités qui sont les vôtres dans le cadre de la vie professionnelle qui vous attend, et l'occasion probablement de les affronter, enfin de contribuer à vous permettre de les affronter de façon plus lucide, compte tenu de la responsabilité particulière qui pèse, me semble-t-il, sur votre génération, moi qui appartiens, comme les gens autour de cette table, à une génération qui avait tant d'espoir, qui avait si peu d'excuses, arrivant dans un monde pacifié, débarrassé des haines recuites, des nationalismes que l'on croyait définitivement révolus et qui s'aperçoit une vie plus tard que tout est à refaire, en plus difficile peut-être encore. Je vous souhaite par conséquent les échanges les plus fructueux, les plus féconds, les meilleurs travaux, et j'espère que la soirée que vous passerez ce soir ne sera pas tout à fait inutile. En tout cas, merci d'être venu et merci aux personnalités de vous accueillir et de vous recevoir. Merci, monsieur le maire. J'ai été très sensible à vos propos. Voilà une très bonne présentation de l'Association des jeunes ambassadeurs. Nous sommes évidemment comblés, vous l'avez dit, d'être accueillis ici, dans cette maison commune. Commune, à ce moment-là, ne veut pas dire, bien entendu, ordinaire, parce que nous sommes dans un des très beaux endroits de Lyon. Et donc nous sommes là pour discuter ce soir, débattre entre nous de la coopération internationale, de la recherche de l'excellence, etc. Et je vais vous présenter
ces intervenants de très grand niveau qui m'impressionnent moi-même. Et je suis bien content de ne pas avoir à les prendre en charge pour animer le débat, ce que fera sûrement très bien Jean-Pierre Vacher, de sa main bienveillante mais ferme. Voilà. Je vais d'abord devoir excuser l'amiral Coindreau. Nous étions très contents d'avoir un amiral, chef d'état-major de la force aéromaritime basée à Toulon, c'est-à-dire c'est des gens qui ont un état-major de 20 nationalités différentes et qui commandent tout ce qui est la conjugaison des vols militaires et porte-avions. Accessoirement, ça gère des événements comme la guerre en Libye, etc. etc. L'amiral Coindreau, figurez-vous, a été coincé par la SNCF. C'est probablement la première fois dans l'histoire de nos conférences qu'un amiral est coincé par le train, mais c'est comme ça. Je n'y peux rien, il s'est beaucoup excusé, nous l'excusons donc. Heureusement, je ne sais pas s'il est déjà arrivé, comme dit justement d'ailleurs la SNCF elle-même, un amiral peut en cacher un autre. Donc nous aurons un autre amiral tout à l'heure dans la salle à qui on pourra demander son témoignage. Sinon, je vais vous présenter les intervenants qui sont là, en commençant, si Monseigneur Le Gall me l'autorise, par charité chrétienne, à présenter d'abord Madame Hervieux. Madame Hervieux, vous êtes actuellement la directrice de la Maison de la Danse à Lyon, et à cette fonction s'ajoute celle de directrice de la Biennale de la danse. Vous êtes danseuse, vous êtes chorégraphe, vous avez monté la compagnie Montalvo-Hervieux avec votre camarade Montalvo, et vous avez donné dans le monde entier un tas de spectacles de danse qui mélangent les genres, les cultures, les époques, etc. J'ai été très sensible à ce que vous m'avez expliqué du métissage en matière artistique. Et la vraie question qu'on vous reposera sûrement tout à l'heure, c'est comment on fait pour faire du métissage culturel sans se perdre au milieu. C'est-à-dire qu'en faisant autre chose, comme prenant le plus mauvais côté de chaque culture. Vous avez une expérience internationale très solide, puisque certains de vos spectacles ont été joués plus de 200 fois dans le monde entier, et que vous avez fait travailler plus de 250 danseurs d'au moins 20 nationalités. Donc on peut dire qu'en matière de coopération internationale, votre message, votre expérience va beaucoup nous intéresser. Merci d'être là. Vous devriez d'ailleurs l'applaudir. Monseigneur Le Gall, vous me posez un problème de présentation important parce que je ne présente pas quotidiennement des évêques. Alors je vais commencer autrement, je vais expliquer à tout le monde que vous êtes d'abord un diplômé d'école de commerce, vous êtes expert comptable, ça ne vous suffisait pas, vous avez aussi une maîtrise de droit, et finalement, mais seulement finalement, vous êtes devenu prêtre. C'est une manière de faire son trajet spirituel qui m'épate personnellement. Vous avez ensuite été le plus jeune évêque de France, évêque à Tulle, en pleine Chiraki et à la grande époque. Et puis, vous avez ensuite été évêque aux armées. Évêque aux armées, pour ceux qui ne savent pas, c'est un poste qui est responsable, entre autres, de la spiritualité des forces armées et la responsabilité hiérarchique sur les quelques 150 aumôniers qui sont répartis dans l'ensemble des forces armées. À ce titre-là, d'ailleurs, vous avez été sur les théâtres d'opérations extérieures, donc vous avez été confronté à la dureté de la guerre, de la vie et de la mort, ce qui est une bonne expérience. Par ailleurs, vous êtes un prédicateur très expérimenté, puisque vous avez eu en charge de très nombreuses générations d'étudiants, d'élèves, etc., de toute nationalité. Vous êtes là pour ces titres-là, mais vous êtes là aussi, Monseigneur, parce que vous êtes un des 5500 évêques de l'Église catholique, ce qui fait de cette organisation, si je peux l'appeler comme ça, probablement la plus ancienne et la plus importante des organisations internationales. D'une manière triviale, d'ailleurs, je ne peux pas me retenir de faire une petite comparaison. Je suis allé par curiosité voir si Walmart, le numéro 1 mondial de la distribution, ou McDo, que tout le monde connaît, avait plus de points de vente que l'Église catholique. Eh bien, la réponse est très claire. L'Église catholique l'emporte et de très loin, avec 400 000 prêtres dans le monde, et un nombre de paroisses presque incalculable, qui renvoie les grandes organisations et les grandes enseignes, soi-disant très connues, à des choses très subalternes. Voilà. C'est aussi à ce titre-là que vous êtes là pour nous expliquer comment on peut arriver à véhiculer un message commun dans une
organisation mondiale où on parle 67 langues et dialectes différents et dans plus de 210 pays, je crois. Voilà, merci d'être là. Professeur Jean-Marie Basset, vous êtes le régional de l'étape, puisque vous êtes né à Lyon. Et je crois savoir que vous êtes à peu près le seul. Vous y avez fait vos études de chimie, vous y avez assumé la direction scientifique de l'école de chimie, vous êtes un spécialiste mondialement reconnu de la chimie de catalyse, sur lequel je ne m'étendrai pas davantage parce que j'ai aucune idée de ce que ça peut être dans le détail. Vous avez été le directeur d'un laboratoire du CNRS qui a compté dans ses rangs le dernier prix Nobel de chimie, M. Chauvin. Et il y a quelques années, à la suite d'une compétition mondiale, vous avez été sélectionné pour prendre en charge le laboratoire de l'université du King Abdallah en Arabie Saoudite, où on vous a fait des conditions matérielles et techniques de travail, malheureusement sans équivalent en Europe. Vous voilà donc à la tête d'un laboratoire énorme, regroupant des chercheurs, je crois, de 35 nationalités, de toutes sortes de cultures, avec une production de sciences élevée, notamment sur des sujets qui touchent l'avenir de l'humanité pour ce qui concerne l'énergie. Alors je ne comprends pas très bien la chimie de synthèse, mais j'ai quand même compris que si vous arrivez à casser l'eau pour fabriquer de l'hydrogène gracieusement, on aura de l'énergie gratuite pour le monde entier pendant encore 1 ou 2 milliards d'années, à peu près. J'espère, M. Basset, que vous allez trouver ça. J'espère que vous accéderez au prix Nobel auquel je crois que votre carrière vous conduit. Et nous serons très intéressés à vous entendre parler des différentes manières d'aborder la science quand on est originaire de pays si différents, qui se font une idée si différente de la science. Merci d'être là. Juste un mot encore sur le professeur Basset. J'ai oublié de mentionner que M. Basset est membre de l'Académie des sciences et que j'aurais été ébloui si vous étiez arrivé en uniforme d'académicien, mais je pense que la température ne le permettait pas, mais c'est la seule raison. Monsieur Gross, vous êtes le directeur des ressources d'Interpol. Interpol est une grande organisation auquel souscrivent 190 pays qui utilise cet outil central, qui se trouve être à Lyon, pour mettre en commun leurs moyens de recherche, d'information, etc. Le poste qu'occupe M. Gross a une très grande importance parce qu'il est le responsable de l'ensemble des moyens humains, des moyens d'information. Et vous imaginez que Interpol ne travaille pas avec 3 vieux ordinateurs, mais avec des systèmes d'information mondiaux très puissants et très sécurisés. Vous êtes aussi en charge de la sécurité, etc. Et vous travaillez dans un siège social à Lyon où il y a, je crois, de l'ordre de 90 nationalités. Vous n'êtes pas policier vous-même, ce qui, je trouve, est assez intéressant, mais vous avez la charge de faire travailler entre eux des policiers de toutes origines. Merci d'être là et votre témoignage de vie au quotidien va nous intéresser beaucoup. Enfin, Jacques Mahul, vous êtes le président fondateur de Focal. Alors, je pense que les jeunes, Focal, GMLab, les jeunes dans la salle vont savoir, il s'agit là de haute technologie en matière de reproduction du son. C'est une entreprise que vous avez créée qui a réussi à se hisser au sommet mondial en matière de technologie et qui est reconnue aujourd'hui comme le top du top des systèmes de son. Votre entreprise est distribuée dans 80 pays. Mais le plus intéressant n'est peut-être pas là. Le plus intéressant, c'est que vous vendez dans 80 pays, mais votre entreprise est restée à Saint-Étienne, où elle produit la quasi-totalité de ce qu'elle vend. Vous allez beaucoup nous intéresser en nous expliquant comment on peut arriver, avec des moyens locaux, à conquérir le monde de cette manière, sans perdre son âme et en restant à Saint-Étienne. Ça va nous intéresser. Merci Jacques. Voilà. Vous connaissez ou pas, ça dépend où vous habitez dans Lyon, Jean-Pierre Lachet qui anime la télévision TLM, notre télévision locale, et qui va prendre en main ce groupe de personnalités. Applaudissez-les encore parce que je crois que vraiment c'est un grand moment. Merci à tous, bon débat à vous Jean-Pierre.
Merci beaucoup Pierre-Loïc Chantreau, et je suis très heureux de savoir qu'il y a au moins 2 Stéphanois à cette tribune. Et je garde un souvenir ému d'un de mes tout premiers reportages à Saint-Étienne, jeune journaliste au Figaro à Lyon, où j'avais eu l'occasion de faire un portrait de cette très belle entreprise. À la recherche de l'excellence, donc par la coopération internationale, c'est le thème de notre débat ce soir, ou comment le brassage des cultures, le métissage des nationalités, le maillage des hommes concourt à l'excellence. Et on va essayer de répondre très simplement à 3 questions ce soir. La première question, c'est: la notion d'excellence est-elle commune à toutes les cultures? La deuxième, bien sûr, ce sera: comment la coopération internationale contribue-t-elle à l'émergence de l'excellence? Et puis, pour terminer, eh bien, on essaiera de voir un peu quelles sont les clés d'une coopération internationale efficace. Alors, pour commencer peut-être tout simplement, sur l'excellence, chacune dans votre métier. Alors, on va commencer bien sûr par Dominique Hervieux. On n'a pas tout à fait respecté la parité à cette tribune. On fera peut-être mieux la prochaine fois. Mais on sait que Dominique Hervieux représente largement, je dirais, quasiment la moitié des compétences et des qualités qui sont réunies autour de cette tribune. Dominique Hervieux, donc Pierre-Loïc Chantreau le disait, vous pratiquez beaucoup le métissage des cultures au quotidien, dans les différentes fonctions que vous avez pu exercer, que vous exercez aujourd'hui. Le métissage des cultures, c'est ce qui fait justement qu'on parvient à l'excellence, forcément. Alors ça peut, bien sûr, quand on travaille sur une écriture de danse métisse. Je parlais beaucoup de danse, mais on peut vraiment l'étendre aux arts en général. Pour moi, en tant que danseuse aussi et chorégraphe, l'excellence pour nous, en tant qu'artistes, c'est souvent l'exigence d'invention. C'est-à-dire qu'il y a ce moment où on est... C'est une utopie, bien sûr, quasiment unique, c'est-à-dire reconnaissable comme un style, comme un auteur. Et c'est cela, pour moi, la première qualité d'excellence d'un artiste. C'est ce moment-là où il va pratiquer son art de la façon la plus raffinée, de la façon la plus singulière, la plus personnelle, qui fera qu'il amène une partie de lui aussi. Et c'est le rapport très étrange entre l'intimité, l'artiste, quand il est au plus près de sa singularité, de son intériorité, de son intimité, c'est là où il devient, on pourrait dire, où il y a aussi cette idée d'universel, c'est-à-dire de partage avec les autres et de communication, puisque j'ai eu la chance de danser dans le monde entier. Et on se rend compte que plus le style est singulier, plus il est unique en son genre, plus il est particulier, plus il y a cette griffe d'auteur, cette signature, et plus finalement on communique largement. Donc ça, pour moi, le premier critère, on pourrait dire, c'est l'exigence d'invention et de singularité. Et souvent, on peut penser que c'est la technique, on peut penser, et ça, évidemment, c'est dans toutes les cultures, la technique, la virtuosité, et c'est pas du tout ça. Moi, je dirais plutôt que c'est l'élégance. C'est-à-dire, c'est la façon sensible, personnelle, d'être soi-même, avec le plus haut niveau, on pourrait dire, d'authenticité et de recherche en soi, de besoin d'expression. Et voilà, pour moi, c'est un peu ça. Ça, j'en parle un peu de façon personnelle, comme artiste, puisque j'ai dansé pendant 20 ans. Et bien sûr, après, avec mes danseurs, j'ai recherché cette qualité-là où, à la fois, on va partir d'un vocabulaire connu, c'est-à-dire la danse hip-hop, le flamenco, etc., qui est lié à leur culture, qui est lié à leur formation. Et à partir de ce socle de culture, alors, il ne faut surtout pas l'oublier, comment on part de cette particularité, de cette façon si personnelle d'être soi-même, et on va l'amener vers des moments où on abandonne quelque chose de soi pour inventer, un tremplin d'invention où on va chercher encore autre chose. On n'est pas juste le représentant tout d'un coup d'une tradition, etc. En tout cas, pas dans la danse que j'exerce, qui est une danse contemporaine où, encore une fois, il faut être dans l'invention, l'imagination, et on va inventer quelque chose de singulier parce que vraiment, on est hyper cultivé. On est complètement en rapport avec ce qui fonde sa propre sensibilité esthétique. Pas pour la préserver, mais pour être un tremplin, pour aller vers les autres, pour abandonner quelque chose de soi, pour inventer une façon d'être soi-même la plus ouverte, la plus curieuse et la plus singulière. Donc forcément dans une écriture contemporaine. Voilà, en 2 mots. Alors, comment est-ce que justement cette invention que vous évoquez, cette singularité, cette virtuosité, on arrive à... Il
qu'il y a ce métissage justement que vous évoquiez, on arrive à faire en sorte que ça donne quelque chose d'harmonieux et qui tend justement vers l'excellence. Alors quand il y a beaucoup de danseurs entre eux, ensemble, alors ça c'est un peu, on pourrait dire, le talent du chorégraphe, c'est-à-dire que j'ai exercé comme chorégraphe aussi avec 20 danseurs, chacun a son langage. En danse, alors on utilise le mot de langage et d'écriture, on écrit aussi nous de la danse comme on écrit une partition musicale ou évidemment comme un peintre ou encore plus en littérature. Donc moi en tant qu'auteur, en tant que chorégraphe, je dois avoir un projet extrêmement, cohérent, qui a sa propre force pour emmener, bien sûr, toute cette diversité vers un récit, vers une cohérence. Donc là, évidemment que la diversité, elle est au service d'un projet unique, elle est au service d'un projet que le chorégraphe doit tout à fait définir, et on cherche avec eux, bien sûr. Un artiste, c'est comme un chercheur, et je vais être très intéressée tout à l'heure de parler aux scientifiques, puisqu'on est dans le même domaine de la recherche et d'une dimension imaginaire, évidemment, fondatrice pour nous. Et donc, c'est le chorégraphe, il va avoir son projet esthétique, qui va être lié à des enjeux de création. Moi, dans mon cas, c'est créer un monde qui est un monde comme ça, très, on pourrait dire, qui a une vraie force positive, un monde qui s'appuie sur la beauté, qui s'appuie sur le plaisir de danser, qui s'appuie sur un espèce d'Éden multiculturel, on pourrait dire. Et moi, je vais avoir ma façon d'écrire la danse, et chacun de ces langages-là vont s'enrichir mutuellement pour arriver à ce récit cohérent et perceptible, évidemment, pour le public. Donc, il faut d'abord qu'il y ait ça, parce qu'autrement, en effet, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un inventaire. On fait un inventaire où il y en a un qui amène ça, l'autre amène ça, l'autre amène ça, et c'est une espèce de dictionnaire des danses du monde. Donc ça, bien sûr, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est Benetton, si vous voulez, c'est vraiment rien d'autre. Par contre, une esthétique du métissage, c'est, encore une fois, ce moment très, très fort et très intime. Il faut aller tout près du danseur où on le met en difficulté par rapport à sa propre identité. C'est ça qui est important. C'est que l'identité n'est pas figée dans le métissage, elle est respectée, elle n'est pas abandonnée, mais elle est en devenir. Et c'est ce devenir-là qui devient, encore une fois, la force d'invention. La force d'invention et de dialogue. C'est parce qu'on abandonne quelque chose de soi qu'on est capable d'aller vers les autres. Autrement, on est dans des choses extrêmement séparatistes. Donc, le métissage, pour nous, l'esthétique du métissage, c'est ni l'hétérogénéité, c'est-à-dire que chacun est différent et reste replié sur une identité figée, ni, et c'est ça qui est très important, l'homogénéité, où à la fin, on serait tellement tous entre nous qu'on se ressemblerait tous. Voilà, donc c'est les deux écueils que j'ai tenté d'éviter toute ma vie avec mes danseurs dans mes spectacles, et qu'en effet, on ressente la saveur de chaque être. Et la saveur de chaque être, bien sûr, c'est ce qu'il a construit comme imaginaire, comme fondement. Par exemple, je travaille beaucoup avec des danseurs africains ou asiatiques, on ne porte pas, on ne marche pas de la même façon parce qu'ils ont été portés par leur mère autrement, parce qu'ils ont eu un rapport au sol complètement différent. Avec les Asiatiques, où ils ont un rapport aussi complètement différent, plus vers la terre, vers le sol, alors que j'ai une danseuse baroque qui est complètement, ou classique, sur pointe dans l'élévation. Et tout ça, ce sont des fondamentaux du corps, dans la société, on pourrait dire, il y a aussi ça, et du corps symbolique qu'il faut respecter, non pas encore une fois pour les figer une fois pour toutes, mais pour que, sachant cela, en étant hyper baroque, on devient capable aussi de se porter vers les autres. Ne pas oublier sa propre force, sa propre esthétique, sa propre fantaisie, sa propre folie. Et évidemment, on est dans un domaine irrationnel dans l'art, et ça, c'est très important. Donc, pour moi, l'excellence, ça s'appuie sur la reconnaissance de sa propre culture et l'extrême, vitalité pour sans arrêt se redéfinir et se reconstruire et se réinventer. Se redéfinir, se reconstruire, se réinventer. Je vais me tourner vers Jean-Marie Basset. Est-ce que c'est aussi ce que vous avez essayé de faire, vous, quand vous avez quitté Lyon pour partir à l'université de Khost en Arabie Saoudite, l'excellence à CPE Lyon ou à l'université Khost en Arabie Saoudite, est-ce qu'elle est de même nature ? Je dirais que peut-être pas. La France est un milieu quand même un peu monoculturel. Et l'excellence, elle est le résultat
Descartes et de toute notre culture rationnelle, je dirais. Quand on arrive dans un pays comme celui-ci, où il y a 70 nationalités différentes, mon laboratoire a plus de 30 nationalités différentes, ben on découvre que les gens sont très différents du modèle qu'on a pu connaître ici, par exemple, à Lyon. Mais je dirais que j'ai un peu réfléchi parce que les questions posées par Pierre-Loïc Chantreau, c'était la notion d'excellence. Et quand même, la notion d'excellence, enfin, comme premier point, c'était... j'ai beaucoup réfléchi à ça. En science, qu'est-ce que c'est qu'une notion d'excellence? Eh bien, c'est là où quand même toutes les cultures scientifiques se retrouvent, parce que la notion d'excellence, à mon avis, c'est toujours très subjectif, passe par la qualité. C'est-à-dire, on ne peut pas être excellent si on n'a pas une qualité exceptionnelle. Et la qualité doit être reconnue par tous les critères, de la science, hein, qui sont des critères bien définis. Et donc, il n'y a pas d'excellence sans qualité. Mais ce n'est pas suffisant. Dans la notion d'excellence, il y a aussi la notion de créativité. C'est-à-dire, tout à l'heure on parlait d'invention, c'est un peu la même chose, mais pour un scientifique, la créativité, c'est quelque chose je dirais, d'exceptionnel. Le monde de la science évolue sur un front continu qui avance par petits pas selon les avancées de chacun. Et puis par moments, il y a des avancées discontinues qui concernent la créativité. C'est-à-dire, quelqu'un devient créatif s'il crée un saut technologique, un saut intellectuel, un saut inattendu par rapport à l'art antérieur. Et la créativité, appelons-la l'innovation si on veut, mais la créativité, c'est... moi, je la compare souvent, parce que j'ai des jeunes parmi mes étudiants, je la compare souvent à la découverte d'une galaxie. Quand vous êtes scientifique et que vous créez quelque chose, vous créez un objet, vous créez une discipline, vous créez quelque chose qui n'existait pas avant vous, vous avez un plaisir immense que je compare au plaisir d'un astronaute qui découvre des galaxies, qui découvre un univers qu'il n'avait pas imaginé avant. Et c'est pareil, le scientifique a une capacité de s'enthousiasmer pour découvrir quelque chose qui n'existait pas avant qu'il l'ait lui-même conçu et observé et prédit. Et donc, pour moi, l'excellence, c'est à la fois c'est la qualité et c'est la créativité. Alors la créativité, effectivement, elle passe par des outils. Les outils intellectuels des différents pays sont différents. Je m'amusais récemment dans mon laboratoire à observer des Japonais. On a parlé tout à l'heure de transformer l'eau en hydrogène, vecteur d'énergie du futur. Eh bien, les Japonais ont une façon de travailler qui consiste à faire, en anglais on dit trial and error, c'est-à-dire on essaye et puis on regarde si ça marche. Si ça ne marche pas, on fait des variations. Et ça, c'est un modèle qui fonctionne, qui demande énormément de moyens humains, mais à la limite, si vous mettez suffisamment de chercheurs pour essayer de résoudre un problème, vous arriverez à une découverte. Vous arriverez à la découverte. Il y a une autre méthode qui est beaucoup plus occidentale, je dirais, qui est basée sur le cartésianisme, où alors vraiment, on fait une observation, on l'analyse, on en déduit des conclusions, et à partir de ces conclusions, on fait de nouvelles hypothèses, et là, le chemin intellectuel est complètement différent. Ce qui ne veut pas dire que l'un ou l'autre a raison. Ce qui veut dire, c'est que la façon d'aborder la science est totalement différente d'un extrême à l'autre de la planète. Et je dirais que à KAUST, on a la chance d'avoir beaucoup de Chinois, d'Indiens, de Japonais, de gens qui ont une culture complètement différente de la nôtre et qui approchent la science sous un angle différent. Et le résultat des courses, c'est qu'ils vont souvent plus vite. Mais
chacun d'eux doit obéir à ce critère de qualité dont j'ai parlé au début, c'est-à-dire sans qualité, vous n'êtes pas crédible, quoi. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir parmi les jeunes d'horizons très différents, c'est qu'effectivement leur approche de la découverte est certainement très différente à cause de leur culture, me semble-t-il. Alors bon, on va pas discuter pendant des heures parce que je pense qu'il y a beaucoup de... Donc vous avez dit qualité, créativité, et donc les voies pour parvenir à l'excellence sont différentes selon les nationalités, selon les tempéraments. Je dirais que non, qualité, il y en a qui créativité... arrivent plus vite alors. Qualité et créativité demeurent les points forts, à mon sens, hein, les points forts de l'excellence, mais les manières d'y arriver, ce sont les manières qui représentent la culture, entre guillemets. Les manières d'arriver à la découverte, je dirais les outils conceptuels qui font notre culture. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même très marqué par Descartes et son école. Et j'y peux rien, on est comme ça, on est formaté. Et ce formatage, je ne le découvre pas ailleurs. Je suis désolé de le dire. Et par moments, ça me met en colère. Je me dis, mais attention, mais j'ai tort, parce que je dois accepter dans mon microcosme des gens très différents. Mais pourvu que la qualité soit là, les méthodes sont différentes. Mais le cartésianisme a marqué notre temps, me semble-t-il. Et alors, dans votre laboratoire, qui donne le tempo? C'est vous, forcément, parce que vous... Ah non, attendez, directeur, c'est par définition quelqu'un qui anime. Effectivement, j'ai tendance à orienter selon ce qui m'intéresse, c'est-à-dire les objectifs, mais les méthodes pour y arriver, il faut beaucoup de respect humain. On ne peut pas se permettre de prendre un cerveau et de le rendre malléable à sa propre culture. Non, chacun a sa méthode, mais les méthodes sont tellement variées, tellement différentes que vous ne pourriez même pas imposer votre schéma de pensée, me semble-t-il. On ne peut pas l'imposer, on est obligé d'être respectueux des autres. Voilà, mais les jeunes sont par contre avides. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Ils sont avides d'apprendre, ils sont avides. J'ai rarement vu, dans mon existence, j'ai quand même beaucoup bourlingué, j'ai rarement vu une telle envie d'apprendre, une telle envie de progresser, une telle envie de créer que ce que je vois en Arabie Saoudite. Le rêve du roi, c'était de créer une université pour le monde en développement qui va représenter 95% de la population humaine, et je crois que le roi, il voit juste quand il crée une université du futur. Il est en plein dans la mondialisation de la culture et de la science. J'ai un grand plaisir à exercer, et pourtant j'ai exercé à Lyon et devant des amphis pleins, mais je sens plus de motivation parmi cette jeunesse on ne va pas l'appeler le tiers-monde, du monde en développement, du monde qui veut atteindre le niveau de ce qu'il voit à la télévision, me semble-t-il. Et vous attribuez à quoi cette motivation plus grande, Comment ? Vous attribuez à quoi cette motivation plus grande? Ne m'obligez pas à rentrer dans la philosophie. Si, il y a quelques secondes. Et puis je l'attribue au fait que l'Europe, j'exagère, parce que là je donne un sentiment personnel, c'est vu de là-bas, l'Europe est en décadence, et le monde, l'extrême, la Chine, l'Inde, tous ces pays, c'est un monde en plein boom. Et que on a tout ce qu'on veut, on est très heureux, on travaille 35 heures, je m'excuse de le dire. Là-bas, les Chinois, ils travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pas la même culture. Vous avez des gens qui ont envie de travailler, qui ont énormément envie de rattraper le retard, parce qu'ils ont bien un sentiment de retard. Ils veulent rattraper le retard avec une énergie que vous ne pouvez pas imaginer.
Et pourtant, j'en ai vu des jeunes ingénieurs en France, etc. Ben, ils sont bien, ils sont dans une bonne école d'ingénieurs, ils ont des chances d'avoir un diplôme à la sortie, et à la sortie d'avoir un petit boulot. C'est pas la même chose. Je m'excuse de le dire. Très bien. Mais je suis un peu révolutionnaire, excusez-moi. Mais bon, on m'a demandé mon point de vue. Mais oui, mais vous êtes là pour ça. Merci de ce premier témoignage. Je me tourne vers Mian Gross, donc directeur des ressources Interpol. Hein, vous occupez à la fois, donc, on l'a dit, de gestion de ressources humaines, de partenariat de sécurité. Vous animez une équipe de 250 personnes à peu près, c'est ça, et avec plus de 25 nationalités dans cette équipe. La question que j'ai envie de vous poser, qui définit l'excellence chez Interpol? Je dirais, par rapport à ce qui vient d'être dit, nous, on a une approche beaucoup plus pragmatique. Bon, Interpol, vous savez ce que c'est une nation de coopération policière. Le but, c'est d'arrêter les criminels. Donc, je dirais qu'on atteint l'excellence quand on arrête les criminels, quoi. Donc, c'est un but à la limite très trivial, très pragmatique, mais c'est avec ça qu'on juge le résultat de ce qu'on développe et des actions qu'on mène. Alors, je dirais, moi, il y a deux niveaux. Bon, il y a mon équipe à moi, mais c'est des fonctions de support. Enfin, ce qu'on appelle les fonctions de support, c'est l'administration, les ressources humaines, les finances, l'informatique, des choses comme ça. Mais on sert aussi tout ce qu'on appelle le core business, c'est-à-dire les services de police, où là, il y a des officiers de police et qui développent des bases de données, qui réfléchissent aux moyens d'améliorer la coopération entre les pays et surtout de fluidifier ou d'améliorer l'échange d'informations entre les pays. Parce qu'il y a des domaines où l'échange d'informations se fait très bien, se fait très facilement, un trafiquant de drogue, c'est assez facile. Quand on parle de coopération en matière de terrorisme, on est déjà dans un domaine un peu plus délicat. Alors nous, on ne fait pas de renseignement. Interpol, ce n'est pas une agence de renseignement, c'est de la coopération de police, mais de la coopération de police judiciaire et pas de police de renseignement. Et c'est vrai que là, on n'est pas. Il y a parfois des difficultés à échanger des informations dans certains domaines. Alors moi, je vous vois deux niveaux chez moi. Il y a le niveau managérial, comment faire coopérer. Je vous ai dit 25 nationalités dans mon équipe, mais en tout, au secrétariat général, il y a pratiquement une centaine de nationalités présentes. Et tous les jours, on a des réunions avec... Enfin, moi, pour vous donner un exemple, je supervise 3 directions. Les 3 directeurs qui sont concernés, il y a un Brésilien, un Français, une Espagnole. Et dans la direction de l'administration, le Brésilien, le sous-directeur des finances, c'est un Indien. Et vous imaginez les discussions qu'on peut avoir sur les finances quand dans la salle, quand dans mon bureau, je réunis un Anglais, un Indien, un Brésilien et moi. Et pourtant, c'est des gens qui sont spécialisés dans la finance, mais qui n'ont pas du tout ils n'ont pas forcément la même sensibilité et la même approche. Et le but, c'est de trouver le consensus et de faire amener tout le monde, mais c'est un peu comme en matière scientifique, vers un objectif. Donc on définit une stratégie et on essaie d'amener tout le monde vers cette stratégie. Donc ça, c'est la première approche, mais qui est typiquement une approche manager. Et moi, mon rôle, c'est effectivement de faire coopérer tous ces gens de différentes nationalités, de différentes sensibilités et d'expériences très différentes également. Parce qu'il y a des gens qui connaissaient déjà les organisations internationales, donc qui viennent, c'est pas forcément les plus intéressants, parce que ils ont une bonne culture des organisations internationales, ils sont sensibles à la politique des organisations internationales, mais je dirais qu'ils sont un peu trop sensibles à la politique des organisations internationales. Et moi, je sais que j'essaie de lutter contre la tendance à créer de la bureaucratie. Pour ceux, en plus, c'est d'actualité, parce que j'ai vu le film il n'y a pas très longtemps, tiré du livre Belle du Seigneur. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre, mais il y a toute une description, c'est la Société des Nations, mais des fois, on a l'impression que c'est chez nous. Il y a toute une description de ces fonctionnaires internationaux qui en fait, ne vivent que pour se placer, ne vivent que pour avoir de la promotion ou être bien vus
du secrétaire général, ce qui me concerne, du directeur exécutif, s'il veut se faire bien voir de moi. Et voilà. Et il y a de temps en temps cette tendance-là. Et ce que j'essaie de faire, c'est insuffler effectivement une gestion qui est plus proche de la gestion d'entreprise classique, enfin privée, dedans. Et il y a le deuxième niveau qui est sur une relation internationale de 190 pays membres. Et là, c'est comment on fait coopérer 190 pays membres ensemble sur des sujets aussi sensibles que la coopération policière. Et en fait, c'est pas si difficile que ça. Enfin, c'est ce qui m'a surpris en arrivant à Interpol et en voyant comment les choses fonctionnent. Quand on lit la presse, quand on regarde les informations, on entend qu'au niveau diplomatique, tel pays ne veut pas coopérer avec tel autre pays, où ils ont beaucoup de difficultés, ils ne se parlent pas, des choses comme ça. Et je peux vous dire que chez nous, je vais vous donner 2-3 exemples comme ça, on a en fait ce melting pot qui se fait très facilement. Et en fait, un officier de police, il travaille très facilement avec un autre officier de police. On parle souvent de l'Inde et du Bangladesh. L'Inde et le Bangladesh, ses ennemis jurés au plan international, au plan politique. Moi, je peux vous dire qu'on organise très souvent des conférences d'information et il y a des officiers indiens et du Bangladesh qui participent. Et je me souviens notamment d'une formation, alors je ne sais plus sur quel sujet c'était, mais une formation où il y avait un officier indien, un officier du Bangladesh, parmi d'autres officiers. Et premier jour de la formation, donc tout le monde se présente, c'est un peu froid. Et au moment du déjeuner, qui est-ce qu'on retrouve face à table? L'Indien et l'officier du Bangladesh. Et qui parlaient, mais comme s'ils se connaissaient depuis très longtemps et très ouvertement. Et ça, on trouve ça, et c'est ce qui me surprend le plus. C'est très différent du discours politique qu'on peut entendre ou de la vision qu'on peut en avoir. Et je me souviens également, un de mes collègues, maintenant qui est préfet dans des préfectures du Japon assez importantes, donc, qui est japonais, et qui m'expliquait que pour eux, pour le Japon, c'était extrêmement important d'être à Interpol et de participer à Interpol, parce que nous, dans notre région, on ne se parle pas. Le Japon ne se parle pas trop à la Corée, pas trop à la Chine, enfin, bon, c'est historique, il y a la compétition économique, il y a tout un tas de choses. Et il dit, et pour nous, Interpol, c'est vraiment le lieu où on va se parler ensemble, entre pays de la région. On ne le fera pas dans la région, mais quand on est à Interpol, où on a des officiers japonais, chinois, de Corée, du Cambodge, etc., là, on se parle et on échange les informations. Et en fait, on arrive très vite, pour reprendre la question sur les cultures, comment on fait travailler différentes nationalités ensemble, différentes cultures ensemble. Je trouve, de mon point de vue, que c'est beaucoup plus facile de faire travailler des officiers de police qui sont de différentes nationalités, mais qui ont un objectif commun, après tout, parce qu'ils rentrent tous dans la police parce qu'ils veulent aider leurs concitoyens à lutter contre la criminalité, à les protéger contre la criminalité. Ils ont une vue commune très forte et une approche commune très forte, et ils travaillent très facilement ensemble. Et je trouve que j'ai presque plus de difficultés à faire travailler des administrateurs, entre guillemets, qui sont de différentes nationalités, or que eux, a priori, n'ont pas ces enjeux politiques qui sont derrière. Et ça, je trouve que c'est un paradoxe qui est assez intéressant chez nous. Pour reprendre ce que vous disiez au tout début, l'excellence chez Interpol, c'est quand on arrête les criminels. Oui. Les criminels que vous n'arrêtez pas, ça veut dire que l'excellence, elle est de leur côté? En tout cas, ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont été meilleurs que nous. On n'a pas réussi à les attraper. Mais hélas, enfin, je veux dire, c'est pas cynique ce que je vais dire, mais c'est un constat. Bon, Interpol, c'est une organisation qui a été créée en 1923 avec l'objectif de lutter contre la criminalité. Visiblement, en 2013, l'objectif n'est pas atteint. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas atteint? Parce que la criminalité est toujours là. Donc, et là, c'est une organisation, je crois, qui a un destin tragique, c'est-à-dire qu'elle ne sera jamais supprimée. En tout cas,
ne sera pas supprimée parce qu'elle aura atteint son objectif ultime, c'est-à-dire d'éradiquer la criminalité. Si elle est supprimée, ce sera pour d'autres raisons. Mais je crois que ce destin tragique de cette organisation, c'est qu'elle est encore là pour très longtemps. Très bien. Merci de ce témoignage, Laurent Gross. Je me tourne maintenant vers Monseigneur Le Gall, donc évêque auxiliaire de Lyon. Vous avez travaillé sur beaucoup de questions aussi, le logement social, l'emploi, et puis la fondation d'un établissement catholique pour handicapés mentaux. La question que j'avais envie de vous poser, l'excellence dans une église, ça se mesure à quoi? Au nombre de fidèles, au nombre de convertis? Non, écoutez, je me suis interrogé justement quand on m'a demandé de participer à cette table sur ce qui faisait finalement le cœur de cette idée d'excellence. Nous, on va plutôt utiliser dans notre jargon le mot de perfection ou de sainteté, mais bon, derrière ça, il y a en fait, suivant les cultures, les lieux, les tempéraments, cette excellence ou cette perfection va s'habiller différemment. J'ai bien aimé votre discours sur la danse parce que c'est dans nos textes sacrés, dans l'Évangile, il y a une image pour parler de la vie éternelle. Alors là, il n'y a plus de criminalité, là, il n'y a plus d'Interpol. C'est la danse, la musique et la danse. C'est une idée de retrouver l'harmonie du corps, de l'esprit et une sorte de légèreté. Ça, c'est peut-être un peu baroque, mais c'est très bien. Quelque chose d'aérien. Alors ça, je trouve que l'image est extrêmement forte. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que derrière nos manières différentes d'exprimer notre désir de sainteté, de charité, pour prendre nos termes clés, ou de prière, qui n'est pas propre d'ailleurs à la tradition chrétienne, qu'est-ce qu'il y a de commun? Alors, j'essaie de redire trois caractères qu'il faut, à mon sens, intégrer, et bien au-delà finalement d'un horizon, d'une religion, d'une dimension spirituelle pure, pour atteindre cette dimension d'excellence. Alors il y a une première variable qui est, à mon avis, d'intégrer la diachronie, c'est-à-dire le temps. Nous sommes dans le temps. Le temps, c'est-à-dire qu'il y a le maintenant, on n'a que maintenant pour vivre, mais il y a le passé, qui peut être un grand poids, mais qui peut être aussi un support, une base de départ. Et puis il y a l'avenir. Et je pense qu'un des critères pour fonder l'excellence, c'est de savoir accueillir un héritage. Alors, nous avons tous des héritages extraordinaires. Quand on voyage, enfin ici, là, ça permet le voyage permanent, puisque vous êtes toutes nationalités différentes, on découvre des traditions différentes, culturelles, religieuses, philosophiques, et parfois même des métissages entre la même tradition religieuse, mais vécue différemment. Donc, accueillir un héritage, aimer cet héritage, reconnaître aussi ses limites et ses défaillances, mais accueillir cet héritage et savoir le transmettre. Il me semble, dans l'introduction, on a parlé aussi, on est peut-être dans un temps de crise, sans doute, multiforme en Occident en tous les cas, mais parce qu'on connaît une difficulté à transmettre le meilleur de ce que nous sommes, de ce que nous avons reçu. Et donc, me semble-t-il, pour atteindre cette excellence, aussi par la qualité et la créativité, j'entends bien ça, mais il me semble qu'il y a aussi cette dimension, le chercheur, il y a des chercheurs avant, il y aura des chercheurs après qui vont pousser plus loin. Donc, s'inscrire dans le temps qui passe, ce n'est pas un ennemi, il faut l'apprivoiser et savoir justement intégrer cette dimension, cette double dimension, ce regard, ce support du passé, de l'héritage et cette perspective d'espérance, l'avenir. Au-delà d'un destin individuel, il n'y a pas ma vie qui commence à un moment donné, qui se termine et puis après terminée. Mais ce destin individuel, il s'inscrit, il s'enrichit, il se redresse. Et il prend un pas de danse assez fort, précisément parce qu'il découvre d'autres. Alors on peut aussi parler justement, passer du danseur ou de la danseuse à la troupe. Alors, le deuxième critère justement pour moi, c'est qu'il faut intégrer pour cette excellence, pour atteindre cette excellence, quel que soit le mot qu'on utilise, c'est une dimension sociale ou relationnelle. Mettre en cohérence, comme a dit M. le professeur Basset, je trouvais que c'était intéressant cette idée de responsable du directeur du bureau d'études qui doit mettre en cohérence des gens différents, mais justement, cette différence enrichit les uns les autres. C'est pareil dans le métissage. Le projet du chorégraphe. Oui, le projet du chorégraphe. Il y a une chose qu'un industriel, je ne sais pas de quelle tradition spirituelle, un Français, qui a quitté son travail de grand industriel, le patron des patrons, récemment, il disait, quand il a commencé à travailler, c'était un ambassadeur, un diplomate.
Il l'a transporté dans le groupe industriel français dont il héritait pour une part. Et il dit, parce que je n'avais pas cette culture suffisante du monde du business, on m'a donné ce conseil de m'appuyer, d'embaucher plus grand que moi, plus fort que moi. Des gens qui aient une forte valeur ajoutée. Pas chercher à avoir des demi-portions pour être bien le chef qui facilement domine, mais m'enrichir, hein, recruter les bons danseurs, les meilleurs. Hein. Et je trouvais que c'était séduisant comme idée, et il me semble qu'il y a là, au-delà de l'expérience d'un homme dans une situation donnée, homme que je ne connais pas d'ailleurs davantage, il y a quelque chose de très fort. Intégrer cette dimension sociale relationnelle, de collaborateurs à tous les niveaux, en reconnaissant, en discernant là où ils sont bons, là où ils pourraient être meilleurs d'ailleurs, grandir, et par cela faire grandir tout le groupe. L'excellence, ce n'est pas de régner sur les médiocres, c'est de reconnaître l'excellence partout, et de la regrouper, et de la mettre en cohérence. Moi, quand j'étais en première, on faisait des expériences, j'aimais beaucoup ça. Je ne suis pas du tout un physicien, mais on faisait des expériences dans le laboratoire de physique. C'est sauter de temps en temps les vitres, mais il y avait une expérience qui m'est restée, c'est qu'on mettait de la limaille de fer sur un plateau. Hein, oui, c'est assez bête. Et alors, la limaille de fer, petit morceau, là, était sur le plateau dans tous les sens, et on collait ça dans un champ magnétique. Et oh, miracle, un miracle de première catégorie, hein, la limaille se mettait dans le sens du champ. Hein. Et ben voilà, je trouve que l'excellence, c'est savoir mettre toute la limaille dans le sens du champ, et d'avoir quelque chose qui va en cohérence. Bon, ça, c'était le deuxième point à intégrer, des apports différenciés, mais pour une œuvre commune. Le troisième élément de cohérence, ça se met de mon côté un peu 16e-iste, pas au sens du 16e arrondissement, mais j'ai bien compris, au sens du 16e siècle, le siècle des humanistes. Beaucoup Erasme, Thomas More, des gens comme ça, je trouve ça fort. Et je pense qu'il faut intégrer une dimension, une cohésion anthropologique, c'est-à-dire pas être seulement l'homme d'une spécialité pointue. Je sais faire ceci et faire cela, je suis le meilleur, je suis leader mondial, tant mieux. Mais est-ce que je sais aussi, mais d'une manière proportionnée, finalement, ma vie personnelle, familiale, le cas échéant, et puis même m'intéresser à d'autres aspects qui forment un tout. Quand j'étais aux armées, on a dit que j'étais à un moment donné évêque aux armées, j'étais invité chaque année à une leçon inaugurale du service de santé. Donc il y avait un professeur qui était là. C'est sur un sujet très particulier. Ce que j'ai toujours admiré, moi qui ne suis pas du tout médecin, je me soigne avec un peu d'aspirine, ça s'arrête à peu près là, ma médecine. Et c'est que ce médecin, ce professeur savait manifester, à partir d'un point particulier, finalement, une vraie sagesse, ouvrir son sujet et en montrer tout l'intérêt, toute la richesse. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'humaniste, d'un véritable humanisme dans l'excellence. C'est une personne humaine. Et une personne humaine, ce n'est pas seulement un robot. Les robots, à la limite, vont faire mieux, mais la personne humaine, il y a une richesse plus large. Moi, j'étais très heureux quand le pape émérite Benoît XVI, je découvre qu'il est un pianiste, un excellent pianiste. Il n'est pas seulement l'homme des bulles, puisque nous, on fait des bulles. Non, c'est vrai, c'est des décrets. Voilà. Mais aussi un pianiste, un sage, un philosophe qui tout d'un coup cite Platon parce qu'il connaît parfaitement Platon. C'est extraordinaire. Mais vous prenez tel ou tel... On ne connaît pas toujours la vie privée des gens, l'autre aspect. Mais cet autre aspect, justement, il donne une saveur, une épaisseur. Donc, 3 critères à intégrer, à défaut de définir l'excellence. Je n'ai pas été excellent, je n'ai pas défini, mais je vous propose 3 critères qu'il faut intégrer. Est-ce que l'excellence pour l'homme d'église que vous êtes, c'est vraiment un objectif, ou est-ce que vous dites, je repense à ma grand-mère qui me disait toujours, oh, tu sais, la perfection n'est pas de ce monde. Est-ce que pour vous, l'excellence, c'est l'au-delà, c'est pas pour ce bas monde? Oui, comme chrétien, l'excellence pour moi, c'est Dieu qui est excellent. Mais seulement, justement, dans ma tradition chrétienne, je crois que par ma vie, déjà, je peux déjà goûter quelque chose de cet au-delà. Ce n'est pas aujourd'hui la médiocrité de ce monde, et puis demain, l'excellence parfaite, la danse. Hein, c'est aujourd'hui, je marche, je chemine parfois durement sur un chemin qui n'est pas tout droit, mais je goûte déjà quelque chose, il y a un avant-goût. Très bien. Merci ce témoignage. On va passer à Jacques Mahul. Donc les enceintes acoustiques, les haut-parleurs. On redescend, voilà, on redescend. La définition de l'excellence dans les enceintes, est-ce qu'on peut dire que c'est JM Lab qui donne le tempo? On va essayer de répondre à cette question complexe.
d'abord une enceinte, enfin nous fabriquons des haut-parleurs, les haut-parleurs et des enceintes acoustiques, et c'est un mélange de technique et de subjectivité. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que c'est purement scientifique ou purement subjectif, c'est un mélange des deux. Donc c'est déjà un métier un petit peu difficile. Bon. Deuxièmement, la haute fidélité, la reproduction du son, c'est un métier qui était inventé par les Anglais, high fidelity, et qui était entre les mains des anglo-saxons, c'est-à-dire américains, anglais, allemands. Nous, Français, pas beaucoup de passé là-dedans. On n'a pas l'image de grands musiciens, si vous voulez. Enfin, il y a de très bons musiciens, mais si vous voulez, on est beaucoup plus connu pour les lettres et pour la peinture que pour la musique. Donc, ce qui fait que, pour démarrer dans ce monde-là, eh bien, il faut se battre et il faut imposer un style. Ce style, c'est ce mélange de rigueur et de style sonore que l'on est quand même avec la volonté de l'imposer et de l'imposer à l'échelle internationale. Parce que l'excellence, c'est la reconnaissance. Ce n'est pas nous qui décidons d'être excellents. Ce sont les autres qui le disent. Et donc, la reconnaissance, c'est la reconnaissance des clients finaux qui sont heureux chez eux quand ils ont une reproduction d'un concerto de Chopin et qui sont transportés, les larmes aux yeux et tout ça. Donc ça, déjà, pour nous, c'est relativement... c'est un succès. Et c'est la reconnaissance aussi du monde des professionnels, parce que nous sommes dans un métier où il y a une presse internationale spécialisée qui donne les labels, et nous, Français, il a fallu imposer. Et comme nous avions deux handicaps, donc d'être Français, donc pas spécialement connu pour le domaine dans lequel on était, et deuxièmement, le Français n'avait pas une image extraordinaire d'exportateur. Il parlait pas spécialement bien les langues, donc il a fallu, en général, il a fallu s'imposer. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui parlent extrêmement bien d'autres langues étrangères, mais le français n'est pas connu pour être un exportateur né. Donc, voilà, l'excellence, c'est d'abord la reconnaissance. Et la deuxième chose, c'est que nous avons imposé un style, c'est-à-dire le style de nos enceintes acoustiques, le style focal, et bien, qui est différent de celui de nos concurrents. Et il faut savoir une chose importante, c'est que les peuples, tous les peuples n'entendent pas de la même façon. C'est-à-dire qu'un Chinois, un Indien, un Américain et un Anglais, déjà un Américain et un Anglais n'ont pas la même perception du son. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la même langue. Et le français a une langue qui est centrée sur les fréquences médianes. Il n'y a pas beaucoup de basses, il n'y a pas beaucoup d'aigus, et c'est relativement dans un canal de fréquences assez étroit. Vous prenez des Anglais, l'anglais, vous entendez une Anglaise, elle a une dynamique dans la voix, elle va dans les aigus, les basses, donc déjà, elle ne parle pas la même langue. Les Américains, c'est beaucoup plus médian aussi, c'est dans les fréquences médianes. Les Allemands sont portés sur le grave, hein, ils amplifient les graves. Vous écoutez la radio en Allemagne, c'est pas du tout le même son que la radio en France ou en Chine, c'est pas du tout pareil. Donc, ces peuples-là n'ont pas la même perception sonore. Il a fallu que nous, à la fois on impose un style, mais en même temps qu'on l'on écoute
les demandes de chacun des différents peuples. Et on a même fait au début, je me rappelle avoir fait, des variations suivant les pays dans lesquels on exportait. Et c'est la question que je voulais vous poser. Vous avez des gammes différentes d'enceintes selon Non, les en fait, pays? c'était les mêmes produits, mais on les réglait différemment. Hein, si on mettait un peu plus d'aigus pour les Allemands, on mettait un peu moins de graves pour les Français, on en mettait beaucoup pour les Asiatiques, parce que, en fait, les Asiatiques ont une langue dans les aigus, donc ils aiment les graves. Les Allemands ont beaucoup de graves, ils aiment les aigus. Donc, il a fallu s'adapter. Et finalement, nous nous sommes construits, au fur et à mesure des années, en 30-35 ans, avec cette coopération, ce que exactement on peut dire la coopération internationale, c'est-à-dire que nous avons reçu de la part de nos clients et des consommateurs de ces différents pays des informations et on a construit notre style. Et maintenant, bon, on a imposé ce style et on peut dire on a un son qui est le nôtre, qui n'est pas un son ni français, ni américain, c'est notre son. Et votre style, l'excellence JM Lab, c'est pour beaucoup donc vos clients qui ont contribué à... Alors, ce ne sont pas nos clients. Nous, on avait quand même une philosophie, une philosophie sonore qui est liée quand même à notre style français, qui est dans la reproduction de la voix, par exemple. Nous sommes la voix française. D'ailleurs, les étrangers reconnaissent que la langue française est jolie, mais parce que la voix est agréable. Donc, nous avons tout fait pour aussi magnifier la voix, alors que ce n'est pas le cas des autres pays. Donc on a imposé ce style, mais au départ, il a fallu d'abord l'expliquer, il a fallu écouter ce que les autres voulaient, et effectivement, nous avons fait des corrections successives, voilà, pour arriver à notre style. Alors, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie, qui est qu'est-ce que la coopération internationale apporte, hein. Dominique Hervieux, comment la coopération internationale contribue à l'émergence de l'excellence ? C'est ce que disait monsieur tout à l'heure, c'est en tout cas en art, c'est la reconnaissance vraiment d'un style français. Alors nous, ce qui était très étrange, c'est qu'on représentait on représente, disons, le meilleur, puisqu'on a beaucoup tourné avec des prix internationaux, etc., le meilleur de la danse française, avec une compagnie complètement de toutes les nationalités. Et ce qui était aussi, d'ailleurs, un signe de l'accueil, de cette esthétique de l'accueil en France, qui est très développée. Donc, en tout cas, en effet, c'est cela, c'est que tout d'un coup, d'aller dans le monde entier. Et moi, l'impression que j'ai eue, c'est que, sans doute, parce que cette compagnie s'appuyait sur la diversité des cultures, elle était d'autant mieux accueillie dans le monde entier. Il y avait cette espèce d'effet d'amplification, c'est-à-dire qu'entre nous, ils sentaient cette espèce d'éthique du rapport à l'autre. C'est vrai que ce que vous disiez tout à l'heure, Monseigneur, c'était cette idée aussi du rapport aux autres, du rapport vraiment de l'accueil. Et le métissage, pour moi, ça n'est pas qu'une pratique, encore une fois, c'est une éthique. Et la question qui se pose, c'est la qualité du rapport aux autres. Et finalement, quand on se retrouve à Taïwan, où, par exemple, j'ai fait tous mes spectacles à Taïwan, à Shanghai, avec de la musique baroque française du XVIIIe siècle, là, le grand écart est vraiment très important. C'est cette espèce de générosité de l'accueil des autres qui l'emporte, je crois, dans l'adhésion. Et ils sentent cette générosité, cette jouissance de comprendre les autres, de cette question qui a été posée pendant le travail et qui, in fine, se développe aussi, y compris vers le public. Donc, pour moi, ça a été ça un petit peu, cette coopération internationale. Et après, alors si je parle vraiment de technique, aujourd'hui, puisque en effet, par exemple, aujourd'hui en France, les œuvres les plus importantes, elles sont aujourd'hui coproduites par justement le théâtre de Taipei, par l'opéra de Shanghai, par beaucoup de lieux internationaux, ce qui n'était pas du tout le cas à ce moment-là.
Et moi, ce à quoi j'ai été, et je rejoins le professeur, ce à quoi j'ai été extrêmement sensible, et ça, je pense qu'il va y avoir un inversement à un moment donné. Quand je vais à Taïwan, on me demande d'introduire le spectacle, avant le spectacle, pour les spectateurs qui ont envie de savoir qu'est-ce que c'est que la musique baroque du XVIIIe siècle et pourquoi les Français d'aujourd'hui, ils s'amusent à travailler avec des Africains, du flamenco, etc. Et finalement, dans le hall du théâtre à Taipei, il y a 500 spectateurs, et avec des étudiants qui prennent des notes. Et ça, c'est extrêmement émouvant, c'est extrêmement dynamique. On a l'impression qu'on échange. On a l'impression, grâce à ça, ils vont être plus disponibles pour recevoir une œuvre. Et quand on revient 2 ans après, ils en savent plus que nous. Ils ont complètement intégré cette démarche du métissage. Et il y a une espèce de rapidité, de désir de savoir, et comment dire, de façon, je pourrais dire, sans aucune malice de ma part, de façon assez naïve. C'est-à-dire, on intègre, on apprend, et après on va digérer, on va faire autre chose. Et ça, cette espèce d'éponge, de soif de savoir, pour nous, c'est extrêmement stimulant. C'est des rapports humains qui sont riches, et donc du coup, voilà, il va y avoir plein de coproductions avec les Taïwanais qui vont mieux comprendre, qui vont dire on va faire du chose avec des hip-hop français, et puis après ils vont aller plus loin. Et ça se généralise beaucoup aujourd'hui, c'est la mondialisation, sans créer ce critère de world dance, world culture, qui est le critère que je déteste beaucoup, c'est-à-dire de l'homogénéisation de toutes les cultures. Et à la fin, les Taïwanais ressemblent aux Français, ressemblent, etc. Donc c'est ça ce qu'il faut encore une fois tenter d'éviter, c'est que d'aller vers les autres, la globalisation, ça n'est pas l'homogénéisation de toutes les cultures et de toutes les créations, au contraire. Est-ce que vous êtes arrivé d'avoir quand même de connaître des échecs, c'est-à-dire que votre volonté d'accueil, d'ouverture à l'autre, le courant ne passe pas Ça serait très prétentieux de dire non, mais ça m'est pas souvent arrivé. Alors je dois dire que la chose la plus émouvante pour moi, c'est les pays vraiment en voie de développement, ou dans des pays qui sortaient de la guerre, par exemple, où on sentait que ces gens, ils disaient on ne va pas rajouter du malheur au malheur. L'art doit arriver dans ces pays-là comme un espèce de souffle, de légèreté, et comme une pulsion de vie. C'est-à-dire que qu'est-ce que l'art peut arriver, donner dans la vie de ceux qui ont tant souffert, pour reprendre pied, se redresser, être dans cette capacité d'invention. Parce que pour être dans la capacité d'invention, il faut se connaître. Il faut se connaître pour se projeter. Et ça, c'est extrêmement touchant. Et ça a été les moments les plus forts. Les moments les moins forts, il y a eu un jour une incompréhension totale à Canton, où une milliardaire a invité la compagnie. Elle pensait qu'elle allait voir un ballet français, et ça a été une catastrophe. Voilà, ça c'est le pire, mais bon, on était vraiment partis sur des mauvaises bases. Mais c'est vrai qu'en général, quand même, les esthétiques qui s'appuient sur le plaisir de danser, il y a une dimension assez universelle et assez... c'est une communication physique, de corps à corps. Universelle et partagée. Ouais. Merci Dominique Hervieux. Jean-Marie Basset, mélanger, brasser des cultures, est-ce que c'est forcément un gage de succès et de réussite? Répondre à cette question aussi brutalement, c'est difficile. Il y a des pays qui sont monocultures et qui s'en sortent très bien. Il y a des pays qui sont complètement polycultures et qui s'en sortent très bien. Je crois qu'il n'y a pas de règle générale. Mais regardez le peuple américain, qui est quand même issu de cultures très variées. Il a réussi à faire une espèce de melting pot où il a su dégager l'excellence parmi des personnes issues de pays très différents. On retrouve beaucoup de Chinois aux États-Unis, on retrouve beaucoup d'Européens aux États-Unis, d'Irlandais aux États-Unis. On peut dire qu'ils ont bien réussi. Et puis d'un autre côté, je pense que l'Angleterre, sans vouloir être critique, mais l'Angleterre est assez monoculture quand même. Et quand même, scientifiquement, les Anglais s'en sortent aussi très bien. Donc, il ne faut pas être manichéen et dire que c'est le mélange des cultures qui fait tout. Moi, ce que je trouve intéressant dans le mélange des cultures, ça va vous paraître surprenant, mais
ce que je trouve intéressant, c'est la globalisation de la connaissance. C'est-à-dire, qu'on le veuille ou non, il y a une inégalité énorme entre les pays en ce qui concerne l'accès à ce qui pour nous paraît évident et ce qui ne l'est pas du tout pour tous ces pays. C'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure du Bangladesh. Nous, on a des gens qui viennent du Bangladesh, des pays très pauvres, où l'accès à la nourriture est quasiment un problème. Alors vous pensez bien que l'accès à la culture, qu'elle soit scientifique ou autre, est un autre problème. Donc réussir dans cette direction de mélange des cultures, c'est comment dire, c'est accepter. Je reviens à ce schéma du roi Abdullah là, qui voulait faire son université du monde de demain où tous les pays pourraient avoir accès à la science et à la culture. C'est un rêve qui me paraît tout à fait d'actualité. C'est-à-dire, je viens rarement en France, mais ça m'arrive d'écouter la télévision en France. Hier soir, j'ai vu une émission sur les fraudes fiscales qui sont quasiment le résultat d'un réseau de tous les plus grands groupes mondiaux qui réussissent à s'entendre sur les fiscalités parce qu'ils sont très forts. Et donc, ce n'est pas l'économie qui va réunir les peuples. Hein. Ça, je peux vous dire que l'économie ne va faire que nous diviser. Par contre, la culture et la science, ça demeure quand même quelque chose. La science, il faut se méfier parce que ça a souvent des dérives technologiques, vous devez savoir ce que c'est, mais la science et la culture, c'est quelque chose qui devrait conduire à une harmonisation entre les peuples. Et beaucoup plus que la politique ou l'économie, je dirais. Hein. Et donc, moi, quand je repense à cette université qui est une véritable bulle, c'est une bulle, vous savez, l'Arabie Saoudite, c'est un pays qui est monoculture, qui est extrêmement religieux. Vous avez la Mecque, les femmes sont toutes voilées, elles ne peuvent pas rouler, etc. Et puis nous, pof, on a une bulle, les femmes peuvent aller à la plage en maillot de bain, elles peuvent conduire, il y a un modèle multiculturel au milieu d'un pays le plus intégriste que vous pouvez imaginer. Vous voyez ? Et c'est pas idiot que le roi il ait voulu ça. Parce qu'il a voulu ça parce que c'est un doigt montré au reste de son pays, et pourquoi pas au reste du monde. Je veux pas être naïf, mais entre guillemets, c'est quand même un beau modèle. C'est un beau modèle de voir tous ces gens d'origines différentes se retrouver et partager. Alors, et partager quoi ? Partager la science, partager la connaissance, partager ce dont tout le monde a droit dans un monde égalitaire, je dirais. La globalisation, plus je réfléchis, moins je crois que l'économie va régler les problèmes. Parce que je cite cet exemple de fraude fiscale, mais l'économie dirige tout, et ce n'est pas l'économie qui fait entendre les peuples. Ce qui fera entendre les peuples, c'est effectivement la culture, la musique, la danse, tout ce qui est la matérialité du monde tel qu'il est. Et là, c'est par la connaissance. Et moi, je suis très content entre guillemets, à mon petit niveau, de participer à une culture de la connaissance partagée par plein de pays. Et vous pensez que cette bulle dans laquelle vous avez la chance d'être, oui, elle contribuera à faire évoluer l'ensemble de la royauté du pays, l'Arabie Saoudite, ou que vous resterez toujours cette bulle et puis que le reste restera comme il est ? On verra si Al-Qaïda nous fait sauter. Il est certain qu'on a des portes d'entrée qui sont très verrouillées. C'est pas par Interpol, mais c'est par l'armée saoudienne. C'est sûr que les intégristes religieux ne voient pas d'un bon œil cette bulle moderniste. Mais regardons l'histoire des religions dans le monde. Il y a toujours eu cette espèce de refus d'aller vers le futur.
Donc je crois qu'à terme, les pays arabes, et en particulier l'Arabie saoudite, prendra un modèle beaucoup plus ouvert. C'est ce que j'espère avec ma naïveté j'ai l'impression que je suis naïf en disant ça, quoi. Mais pourquoi je suis allé là-bas? Parce que d'abord, effectivement, il y avait des moyens qui me permettaient de faire de la science, mais surtout parce que je trouvais que l'idée était intéressante. Je répète, 95% de la population mondiale correspondent à autre chose que ce que nous sommes. Donc, quoi de plus enthousiasmant que de s'intéresser à ces 95%, me semble-t-il. Mais bon, je vous répète, je suis un naïf. Très bien. Merci Jean-Marie Basset. Monseigneur Le Gall, la coopération internationale dans l'Église, c'est ce qui a fait par exemple qu'on a eu un pape qui arrive de l'Amérique du Sud et qui dise ça suffit, tout ce qui se passe à la Curie, il faut réformer tout ça. Oui, je pense que d'autres le pensaient. C'est peut-être pour ça qu'il a été élu d'ailleurs. Mais je suis pas dans les secrets de la Curie. Mais on vous demande pas d'y arriver. Mais de fait, je pense que c'est la dimension internationale dans l'Église, parce que l'Église est présente partout, mais il n'y a pas que dans l'Église qu'il y a cette dimension internationale. Je suis d'accord que l'Église se veut catholique, l'Église catholique se veut catholique, c'est kataolon, c'est-à-dire selon le tout, c'est universel. Mais donc ça nous oblige à ouvrir un peu mais parfois on a du mal à ouvrir les yeux. Ce que je trouve intéressant dans le processus de globalisation aujourd'hui, qui peut être assez mortifère par certains côtés, c'est que justement ça, pour nous rencontrer, pour partager quelque chose, il faut avoir quelque chose à partager, quelque chose à donner, quelque chose à recevoir. Et donc ça veut dire qu'il faut que chacun puise et retrouve peut-être la fierté de ce qu'il est, de ses racines, etc., pour pouvoir les proposer. Et donc la globalisation sur le plan économique ou technologique, elle aboutit à une balkanisation sur le plan culturel. C'est-à-dire que plus on veut mettre un standard extérieur, plus on risque de réduire tout à chacun à revendiquer son identité propre. Alors, ce qui peut être aussi mortifère, parce que ça recloisonne. À ce moment-là, la globalisation aboutirait au contraire d'elle-même, c'est-à-dire à un cloisonnement. Et par contre, je pense que cette globalisation peut effectivement faire prendre conscience que nous avons besoin d'avoir chacun notre héritage. En France, on a nos fromages. Il y a plus de fromages que d'habitants quasiment. Enfin, non, pas tout à fait quand même. Et donc, chacun est fier de son fromage. Et à Lyon, on m'a expliqué quand même un peu les fromages. Et donc, oui, pour les étrangers, c'est quelque chose de tout à fait étonnant, peut-être, nos fromages divers, parce qu'on a un peu une espèce de pâte molle un peu universelle, justement. Une phrase célèbre d'un ancien président de la République: comment voulez-vous gouverner un pays qui a autant de fromages que de jours dans une année? Donc je crois que c'est bien que nous, à cause de la globalisation, où finalement tout le monde roule avec la même voiture, on a je sais pas, dans le monde entier, il y a 3 types de 220 volts pour la distribution électrique. 220 volts, 110 et 380. Mais les langues restent, il y en a des centaines. Et ça va pas changer, ça. Et la globalisation aboutit à nous ramener à nos racines. Pas pour nous diviser, pas pour nous enfermer, c'est là justement le bon jeu à jouer, mais pour nous permettre justement de chacun d'apporter un petit secret. Nous, on va vendre nos fromages. Mais pas seulement, enfin, moi je ne vends pas des fromages directement. Mais je pense qu'il faut aboutir à une conjugaison des différenciations et non pas à une réduction au même, à l'indifférencié. Moi j'ai découvert ça en parlant à Delhi avec notre ambassadeur qui voyait bien qu'il avait affaire à un pauvre Français qui n'a pas beaucoup voyagé. Et il me dit, mais lisez un peu. Et il m'a donné des réflexions sur le régime des castes. Dans notre culture franco-française, le régime des castes en XXe siècle, ça paraît quelque chose de terrible parce que c'est vraiment le cloisonnement. On est dans telle caste et on y reste. Et finalement, dans la réflexion qu'il m'a donnée de lire dans l'avion, découvrir qu'il y avait peut-être des éléments de richesse. C'est-à-dire, si on veut abolir toutes les différences, faire l'homme universel, on perd aussi notre goût de vivre, puis la joie de la relation. Enfin, donc je crois qu'il y a dans cet enjeu de la mondialisation, de la coopération internationale, c'est plutôt ça qui est une nécessité de revenir à nos racines et de retrouver la joie des différences, des différenciations, pour les conjuguer et non pas pour s'opposer. Et pour faire écho à ce que
je pense... je sais plus. Excusez-moi. C'était à cette table. Je pense qu'il y a aussi... la globalisation aujourd'hui nous oblige à retrouver des repères éthiques. Valable pour tout le monde. À tant soit peu. Dans le monde militaire, j'ai assisté à ça dans les dernières années. Il y a plusieurs colloques auxquels j'ai participé d'une manière ou d'une autre, notamment sur la nouvelle gouvernance mondiale. C'est un bien grand titre. Mais derrière ça, retrouver des règles communes. Au niveau des armées, l'amiral Soudan pourrait en parler mieux que moi, aujourd'hui c'est tout international. L'OTAN, on travaille aussi toutes les nationalités ensemble. Et les aumôniers aussi, on travaille ensemble dans les armées de tous les pays. Et on a besoin de règles. Et ce n'est pas si évident de retrouver des règles. Ce n'est pas telle religion ou telle philosophie qui va imposer ces règles. Donc il y a une réflexion intense aujourd'hui à ce mouvement de globalisation. Il y a un besoin de retrouver des règles. Ne serait-ce que pour avoir un moyen de, comment on pourrait dire, d'évaluation de ce qui est possible de faire, de tirer des inventions technologiques, par exemple. Moi, j'ai été très frappé par un bouquin écrit il y a une vingtaine d'années par Zbigniew Brzezinski, qui était le conseiller politique du président Carter aux États-Unis, et qui, son titre, c'était « Out of Control ». C'est-à-dire, il dit, aujourd'hui, on a des moyens d'agir dans ce monde, il pensait notamment à tout le domaine de la biologie, mais on n'a pas les critères éthiques, et on risque d'aboutir à un grand désordre. Alors, on peut le prendre sous l'angle négatif, mais on peut aussi le prendre sous l'angle positif, puisqu'aujourd'hui, il y a cette globalisation, cette mondialisation, cette dimension de déploiement international, de coopération internationale plus fort exigée. Eh bien, mettons-nous autour d'une table pour essayer d'avancer un peu sur ce sujet. Et on aura, je crois, fait quelque chose de très, très valeureux pour, justement, le développement de l'humanité, que ce soit les pays pauvres ou ceux qui se disent riches. Très bien. Laurent Gross, vous l'évoquiez tout à l'heure quand vous parliez de comment on se retrouvait côte à côte et était heureux d'échanger des gens qu'on pensait opposés au niveau politique. Comment vous voyez que concrètement, je dirais, cette coopération internationale permet d'avancer vers l'excellence? Moi, je crois beaucoup, effectivement, à la coopération internationale. Je ne dis pas ça parce que je travaille à Interpol, mais c'est vrai qu'il y a quand même des endroits comme ça. Je veux dire, la France, elle peut lutter contre la criminalité en France. Mais le problème, c'est qu'on enlève des frontières. Au-delà de la France, au-delà de l'Europe, notamment avec Schengen ou des choses comme ça. Et nécessairement, je veux dire, s'il n'y a pas ce qu'on met sous le cadre de coopération internationale, chacun va rester dans son coin et attendre que les choses arrivent sur son territoire pour agir. Mais je pense que il faut une vraie coopération internationale. Et pour vous donner des exemples, nous, on travaille beaucoup sur des projets qui sont financés notamment par l'Union européenne, et où l'Union européenne investit non pas en Europe, dans la zone de l'Union européenne, mais où l'Union européenne investit, que ce soit en Asie centrale, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, parce qu'ils savent très bien que la source, puisqu'on parle de criminalité, mais une des sources de criminalité, je veux dire, c'est avant la frontière que ça doit être traité. Or, nous, on traite évidemment que le côté répression, hein, parce qu'effectivement, on va dire, mais il ne suffit pas de chasser les criminels dans ces pays-là. S'il y a des criminels, c'est parce qu'il y a une grande pauvreté et qu'ils essaient... Bon, je veux dire, chacun son rôle. Ce n'est pas le rôle d'Interpol de développer l'éducation. En revanche, on peut travailler sur la prévention. Mais en tout cas, dans notre domaine, effectivement, on regarde un peu où sont les tendances, et on se rend compte que, et même l'Europe se rend compte que pour se protéger de certains flux criminels, il ne faut pas attendre que les flux soient à la frontière, il faut agir dans les pays sources. Et ça, je pense que c'est la vraie démonstration qu'il y a, dans certains domaines, la coopération internationale est indispensable. Après, moi, c'est anecdotique, mais je me souviens quand j'ai passé un concours pour entrer à Interpol, j'avais eu un sujet qui était les organisations internationales sont-elles utiles? Alors,
c'est une grande question. Elles peuvent être utiles comme elles peuvent être complètement inutiles. Et je vous parlais tout à l'heure d'un combat, je dirais, presque quotidien pour pas qu'on soit là juste en train de créer de la bureaucratie, mais qu'on soit là vraiment pour faire des choses concrètes et apporter des choses concrètes. Parce qu'on peut se demander, effectivement, puisqu'on parle de coopération internationale, moi je vois ça sous l'angle organisation internationale. Il y a pléthore d'organisations internationales dans le monde d'aujourd'hui. Bon, il y a celles qui sont connues, l'Union européenne, l'OTAN, les Nations Unies et toutes les agences spécialisées comme l'UNESCO et choses comme ça. Mais il y a vraiment pléthore d'organisations internationales. Et c'est vrai qu'on peut se demander si toutes apportent vraiment quelque chose, ou c'est pas juste des structures qui s'auto-entretiennent et produisent du papier et ne produisent rien de concret. Et ça, c'est effectivement pour moi un point important et un défi de chaque jour, c'est que l'organisation pour laquelle je travaille ne soit pas une organisation qui produise que du papier ou que des rapports. Et c'est pour ça qu'on a des gens tous les jours qui sont sur le terrain et qui aident à former les polices, qui leur donnent les outils. Nous, on développe par exemple des bases de données et des outils de communication, mais ce n'est pas que pour le siège. On va dans les pays et on les aide à s'équiper. Je veux dire, il y a des pays, par exemple en Afrique, où on donne les équipements, on forme les gens, on donne même les antennes satellites parce qu'ils n'ont pas les accès Internet haut débit comme on peut avoir ici avec des câbles. Et ça, c'est comme ça qu'on est concret et qu'on se rapproche de l'excellence que moi j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire arrêter les criminels. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je vois dans nos 190 pays membres, il y a beaucoup de pays où même l'informatique, ils ne savent pas ce que c'est. Donc communiquer leurs informations aux autres pays en disant attention, il y a un tel qui a fait ça, qui est susceptible de voyager chez vous, et donc ou il faut l'arrêter s'il est recherché, qu'il a déjà un mandat d'arrêt, ou le surveiller s'il peut commettre un crime. Pour beaucoup de pays, c'est difficile, ça reste encore difficile. Aujourd'hui, on a 190 pays membres, il y a 140 pays qui hostent, je ne me souviens plus du nom en français, enfin qui ont leur boîte aux lettres, enfin la boîte qui sert d'échange avec les autres pays, ici au siège en France, parce qu'ils n'ont pas l'infrastructure informatique chez eux. 140 pays sur 190. Voilà. Alors je ne dis pas que le pays n'a pas forcément l'infrastructure, mais en tout cas les services de police, eux, ils n'y ont pas accès. Parce que souvent, c'est effectivement aussi le parent pauvre, en tout cas dans certains pays, de l'administration en général. Vous savez, quand il y a des pays où les fonctionnaires de police gagnent $20 par mois, c'est difficile de leur demander de tendre vers l'excellence parce qu'ils cherchent juste plutôt les moyens de gagner un peu plus, alors soit en faisant un deuxième boulot, soit en faisant des choses qui ne sont pas très honnêtes, parce qu'il faut qu'ils nourrissent leur famille. Et ça, c'est un vrai défi qu'on a, en tout cas, dans le domaine qui est le mien. Très bien. Merci beaucoup. Jacques Mahul, lorsque vous avez racheté, il n'y a pas très longtemps, en 2011, Naïm Audio, est-ce que c'était une façon pour vous d'enclencher une coopération internationale et d'aller vers encore plus d'excellence? Oui, on a racheté une société anglaise d'électronique haute fidélité. Effectivement, ça nous a permis d'être de l'autre côté de la Manche et surtout dans le pays qui est l'endroit où il y avait tous les créateurs et ceux qui ont fait la gloire de la haute fidélité. Donc nous, c'était presque une petite revanche pour nous. Voilà. Mais la coopération internationale, pour nous, c'est surtout de sentir qu'on exporte 70% de notre production dans 80 pays. Et nous avons des lignes de produits différentes. Ça va du son
à la maison, mais le son dans la voiture et le son dans les studios d'enregistrement pour les groupes de musique, comme ça va de Céline Dion à U2, à compagnie. Bon. Donc, et là, nous avons donc parfois 3 importateurs par pays. Donc, ça représente jusqu'à 200-250 personnes. Et ces importateurs ont vraiment l'impression de faire partie d'une famille. Et ça, c'est la plus grande fierté que je peux avoir obtenue au bout de ces 30-35 ans d'existence, c'est que ces gens-là veulent appartenir à la famille. Et quand nous organisons un événement à Saint-Étienne, qui est quand même, comme vous le savez, au milieu de nulle part, hein, personne ne sait où c'est, eh bien, on les fait venir, ils sont contents, ils sont heureux, c'est la France, on leur fait découvrir la région, Lyon par exemple, eh bien, on les promène dans les montagnes, dans les Alpes et tout ça, et pour eux, c'est extraordinaire, c'est une famille, ils appartiennent à une famille, ils veulent tout savoir, ils veulent tout suivre, ce sont presque devenus des amis, si vous voulez. Et c'est ça la coopération internationale. Et vraiment, on ne peut pas imaginer d'avancer sans eux. Et là, c'est là où tout se rejoint au niveau... bon, c'est sûr qu'on est là pour gagner de l'argent, on est là pour investir, pour progresser, mais c'est la multiplicité de tous ces liens humains avec des clients qui paraissent au départ des gens relativement éloignés de vous, mais qui sont devenus au fur et à mesure des amis. Voilà. Très bien. On arrive au terme de notre débat. Je vous propose qu'on réponde peut-être à l'occasion de la conclusion de chacune et de chacun à la 3e question que j'évoquais au début. Quelles sont les clés d'une coopération internationale efficace, hein? Les facteurs clés de succès, quels sont-ils? Est-ce qu'il y a une recette du succès? Et puis, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je dirais, la mayonnaise prend ou ne prend pas? Monseigneur Le Gall, peut-être, pour commencer. Écoutez, 2 mots. Je pense qu'il faudrait retrouver les bienfaits ou développer les bienfaits de la concurrence. Pour moi, la concurrence, c'est-à-dire que ce n'est pas unipolaire. Il y a plusieurs. Concurrence en latin, ça veut dire courir avec. Et quand on court avec, on court plus vite et plus loin. Et donc, on a besoin de la concurrence. Le truc où finalement on aura tout, un seul pôle. La deuxième chose, je le tire de la règle de Saint-Benoît. Moi, je suis très, très bluffé par la règle de Saint-Benoît. Ça a 15 siècles d'existence. C'est une règle pour les moines. Bon, ça, c'est tout à fait autre chose. Mais c'est une règle qui marche depuis 15 siècles pour des centaines de milliers d'hommes et de femmes dans ce monde, et ça ne bouge pas. Et c'est toujours super, quoi. Et dans cette règle, il y a pas mal de trésors, mais il y a un truc que je trouve super, c'est, on nous dit, le père abbé, c'est le chef de la communauté, des moines. Quand il y a une décision à prendre, il réunit les moines, hein, et il doit écouter le plus jeune, celui qui arrive en dernier, parce que qui sait si le plus jeune n'aura pas une idée nouvelle, nous disons suggérée d'en haut, hein, par l'Esprit Saint, mais une idée nouvelle, forte, qui va peut-être ébranler un petit peu les anciens, mais qui va permettre d'aller plus loin. Donc il me semble que pour cette coopération, concurrence, parfois on dit la concurrence, et retrouver le bienfait de la concurrence, une vraie concurrence, et avoir égard au plus jeune. Le plus jeune, c'est aussi le plus pauvre, c'est celui, le chétif, celui qui est justement, qui n'était pas anglais quand il fait du son, et finalement, on l'écoute et on trouve... Mais ça sonne, it sounds very British. Très bien, merci. Écoutez les plus jeunes. Je suis en train de penser qu'on avait dit qu'éventuellement on prendrait peut-être 2 témoignages. Donc si jamais ils ont envie d'intervenir, ils me font signe. Hein, on a un amiral qui nous a rejoints et puis peut-être un médecin. Donc il suffit qu'ils me fassent signe s'ils ont envie d'intervenir et d'apporter leur témoignage. Laurent Gross, les facteurs clés de succès, la recette du succès en matière de coopération internationale, quelle est-elle? Je pense qu'il y en a plein, ça dépend de ce qu'on fait, de ce qu'on travaille, mais moi ce que je retiens de mon expérience, c'est que la diversité qui est difficile à gérer, mais pour moi c'est vraiment un apport exceptionnel. Enfin moi j'ai des équipes, comme je vous l'ai dit, qui sont très diversifiées,
Et c'est toujours intéressant de voir les différentes approches. Et effectivement, enfin, sans reprendre l'exemple du plus jeune, mais nous, enfin moi j'ai une façon de penser. Moi j'ai été formé, je suis français, j'ai été formé en France, j'ai jamais fait d'études à l'étranger. À mon époque, l'anglais à l'université, ça n'existait même pas. Je ne suis pas si vieux que ça, mais ça n'existait pas. Et c'est vrai que j'ai des gens qui ont une approche très différente et qui amènent des idées et qui sont créatifs. Et je pense que c'est cette diversité qui est difficile, mais qui, à mon avis, permet d'atteindre cette excellence. Jean-Marie Basset, qu'est-ce qui fait que la mayonnaise prend ou ne prend pas les facteurs clés du succès, la coopération internationale? J'allais dire que je suis élitiste, mais moi je pense que réunir des jeunes comme on en voit ici, c'est-à-dire des jeunes sélectionnés sur la base de la qualité. Moi je reviens à mes critères, hein, qualité, créativité, jeunesse maintenant, parce que je vis au milieu des jeunes excellents, parce qu'ils ont été triés sur le volet avant de venir à cette université. Et ben, je peux vous dire que vous êtes sûr de gagner quand vous faites appel à des jeunes qui sont excellents et qui ont une envie de connaître. Donc le succès, ça passera par les jeunes, pas par les vieux comme moi, mais par les jeunes. Les jeunes qui sont excellents et qui ont une réserve de tout, une réserve de savoir, une réserve d'envie de savoir, plutôt une réserve d'énergie. Par contre, je suis élitiste, c'est-à-dire on n'y arrivera que si quand même on sélectionne dans chaque pays, et je dois reconnaître que j'avais la stupidité de croire quand j'étais plus jeune qu'il y avait des pays supérieurs à d'autres. C'est absolument faux. C'est-à-dire que vous trouvez des gens hyper brillants dans tous les pays du monde. Hyper brillants dans tous les pays du monde, il faut bien qu'on se le dise. Et que donc, effaçons ces a priori stupides sur lesquels moi, le modèle, j'ai été éduqué, et apprenons à nous appuyer sur la jeunesse et sur son excellence. Je peux vous dire que nous, cette université où je suis, on a des recruteurs qui se baladent dans tous les pays du monde, mais qui recrutent les meilleurs. Et je peux vous dire que ça représente énormément de notre activité de recrutement des meilleurs. Mais là, vous ne vous trompez pas. Vous ne faites jamais d'erreur. Voilà, c'est mon sentiment. Vous êtes venu pour recruter un petit peu ce soir aussi? Écoutez, on verra après. J'en suis pas là. Vous me demandez mon opinion, je vous la donne tout crûment. Okay. Très bien. Merci beaucoup. Jacques Mahul, les facteurs clés de succès d'une coopération internationale efficace? Je résumerai ça en un seul mot, la communication. Ah ouais, c'est vrai, ça. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de faire un bon produit, mais de ne pas le faire savoir. Il faut communiquer sa passion, communiquer, et il faut convaincre, donc communiquer avec tous ces peuples-là. C'est d'ailleurs de manière assez différente d'un peuple à l'autre. Il faut adapter son langage. C'est pas du tout les mêmes façons de procéder. Entre un Américain et un Chinois, on est quand même aux deux opposés, par exemple, dans les relations d'affaires. Mais il faut communiquer. Donner les clés à nos importateurs, par exemple, pour après convaincre le client final, leur donner en fait les outils nécessaires. Et il faut les amener à communiquer, parce qu'au départ, ces gens-là n'ont pas du tout le même style de communication. Il faut leur donner, il faut les guider. Voilà. C'est pour moi la clé de la réussite à l'international. Voilà. Très bien. Est-ce que notre médecin ou notre amiral a envie d'apporter un témoignage en quelques mots?
l'amiral Soudan, Bon, merci qu'on est heureux d'accueillir. dans ce que je voulais dire rapidement, c'est que pour nous marins, la mer est déjà un espace international, un espace qui appartient, je dirais, à tout le monde, mis à part bien sûr les bandes littorales que chaque État revendique. Donc la coopération internationale, on la vit, je dirais, au quotidien. Et je pense que quand on définit l'excellence, enfin moi j'ai essayé de réfléchir un petit peu là, en vous écoutant, l'excellence c'est fixer la barre très haut. Hein. Et fixer la barre très haut, quand on est militaire, c'est faire en sorte que le monde vive en paix. Et je pense que parmi nos amis, nos jeunes amis qui viennent de tous les pays du monde, je pense qu'on rêve tous d'un monde en paix. Hein. Et c'est un peu la mission des forces armées dans tous les pays. Alors bien sûr, il y a toujours des tyrans. On n'a pas arrêté tous les contrevenants, il y a des États terroristes, etc. Donc il y a malheureusement des crises, des interventions, qui sont d'ailleurs bien souvent inter-États. Hein. On voit bien les dernières opérations qui ont eu lieu. Et c'est dans ce genre de mission, finalement, que la coopération internationale permet d'affirmer une action armée, quelquefois il faut aller jusque-là, appuyée par le politique, mais c'est une vision partagée. Le politique décide, les politiques décident, hein, au niveau des chefs d'État, et après, la coopération internationale au niveau des militaires fait en sorte que chacun amène sa pierre à l'édifice. Bon, l'amiral Coinreau n'a pas pu venir, nous le regrettons bien. Il avait dirigé, à partir du porte-avions Charles de Gaulle, les opérations au large de la Libye pour, à l'appel des insurgés, je dirais, faire en sorte que le régime bascule. Bon, et là, la France seule ne pouvait rien faire, bien sûr. Mais dans beaucoup de conflits, dans beaucoup d'opérations, c'est l'ensemble de différentes forces, différents pays qui fait que la mission est remplie. Mais je reviens sur le thème qui nous intéresse et surtout vous les jeunes. Bon, nous, on a vécu beaucoup de conflits et on a le récit de nos parents et toute l'histoire de France derrière. Mais essayons d'imaginer un monde en paix. Et l'excellence, pour moi, c'est un peu ça, parce qu'un monde en paix, c'est un monde qui économiquement ira beaucoup mieux, où il y aura plus de justice. Hein, et on a la chance de vivre en France dans un pays en paix. Et vous voyez tout ce que souffrent finalement des tas de peuples actuellement dans le monde, parce qu'il y a des guerres intérieures, il y a des terrorismes affirmés, etc. Voilà ce que je voulais faire passer comme message. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et puis on va finir aussi par le témoignage d'un médecin, docteur Philippe Bachet, à la fois médecin, je dirais, à Lyon, mais qui a conduit aussi des missions, des opérations en Afrique, au Togo notamment. Voilà, je dirais on a eu un large échantillon ce soir et je suis heureux de donner la parole. Bonsoir, j'espère que je ne vais pas être très long parce que c'est vrai qu'il est tard. Simplement, la médecine, c'est vrai que ça reste quelque chose de très scientifique. Et en France, on a la chance d'être un des pays qui a le meilleur système de santé. Pourquoi ? Parce qu'on a une organisation qui permet d'avoir une élite au niveau de la première année qui est très sélective. Ensuite, on a une dizaine d'années d'études, parfois 14 pour arriver à une spécialisation, et qui donne effectivement d'excellents médecins. On a un environnement avec une technologie qui est excellente également, à peu près la même que ce qu'on retrouve dans tous les pays anglo-saxons, en Amérique ou au Canada. Et manifestement, on est capable en France, en plus, de soigner tout le monde, c'est-à-dire que quelle que soit la personne qui se présente actuellement aux urgences ou devant un médecin, il est capable d'avoir des soins si son risque vital est engagé. Donc ça représente probablement la chose pour moi qui existe. Voilà. Quand on va au Togo, avant de partir au Togo, je suis allé au Canada, je suis allé au Sénégal. Au Canada, c'est clair, la médecine, c'est evidence-based medicine. Ça veut dire qu'on ne traite qu'en fonction des études qui ont été faites
Et c'est comme ça qu'on traite toutes les maladies cardiovasculaires avec les statines, parce qu'on s'est rendu compte que ça faisait baisser le cholestérol, que ça réduisait la mortalité cardiovasculaire, même si ça augmente le cancer. Mais peu importe, il y a un tel lobbying actuellement qu'on est obligé de croire effectivement qu'il vaut mieux prendre des hypolipémiants pour avoir la vie la plus longue possible et espérer dépasser 90 ou 100 ans. C'est vachement intéressant. Au Togo, vous avez la même organisation. C'est-à-dire que, est-ce que l'excellence est exportable? La même organisation, c'est les Français qui l'ont mis en place, avec une faculté de médecine, avec une école qui forme les médecins généralistes, de façon aussi parfaite. Il y a même des professeurs français qui viennent faire des cours, des gens sont parfaitement formés, et donc quand les gens sortent de cette école-là, vous avez des gens qui sont effectivement médecins au même titre que nous. Ils sont non seulement au même titre que nous, mais en plus, ces gens-là qui sont parfaitement intelligents, souvent triés sur le volet, vont à Abidjan, à Dakar, le plus souvent à Paris ou à Lyon ou dans les autres villes françaises pour faire une spécialisation. Il y en a à peu près 1 sur 10 qui reviennent au Togo. Il y a plus de médecins togolais dans la région parisienne qu'au Togo lui-même. Pourquoi? Tout simplement, c'est simple. Les médecins, d'abord, ils arrivent en France, ils sont très courtisés. C'est quelqu'un qu'on n'a pas formé, ça ne coûte rien à la France, c'est tout le Togo qui a payé avec des gens qui sont de qualité. Deuxièmement, ils sont beaucoup plus flexibles que les autres. Et si vous leur demandez de travailler 12 heures par jour dans un hôpital local, que ce soit dans le Limousin ou ailleurs, ils y vont tout de suite, ils sont nommés. Troisièmement, ils ont une vie heureuse parce qu'effectivement, ils sont bien mieux payés qu'au Togo, où le revenu quand même moyen est de l'ordre de 30 € par jour. Un médecin togolais, un médecin généraliste togolais, dans un dispensaire, est payé 120 € par mois. Un médecin spécialiste dans un hôpital, 160. Ce qui veut dire effectivement qu'ils n'ont peut-être pas très envie de rester avec le niveau de connaissance qu'ils ont. Et donc ils n'ont pas envie de revenir. En plus, bon, magnifique, on a un État politique qui est relativement stable, ce qui n'est pas forcément le cas au Togo. Et donc malheureusement, toute cette manne, 20 000 personnels soignants africains quittent les frontières africaines pour aller au Canada, aux États-Unis, en Europe. Et donc l'Afrique actuellement est en train de s'appauvrir. Voilà. Et alors, quand on arrive là-bas, on a plein de certitudes. C'est-à-dire qu'on est sûr qu'on est les meilleurs. Et quand vous arrivez, vous vous heurtez. Non, la population est extrêmement gentille, extrêmement agréable. Et donc vous allez au-devant de la population, vous commencez. Moi j'ai commencé dans un village parce qu'il y avait une école et j'étais accompagné d'enseignants parce qu'on s'était dit que là où il fallait jouer, c'était à la fois sur l'éducation, sur la nutrition et sur la santé qui nous paraissait un triptyque fondamental. Et chacun a eu son activité, bien sûr, et chacun a fait du mieux qu'on a pu. Et on s'est rendu compte au bout de 4 ou 5 jours qu'on avait une activité scientifique qui était exceptionnelle, qu'on faisait tout très très vite. On a vu, je crois, à peu près 300 enfants en 3 jours. C'était assez exceptionnel. J'étais le seul médecin, j'avais 2 infirmières. On a beaucoup travaillé, 12 heures, pas de problème. Et puis le 4e jour, quand on est revenu, qu'on avait tout fini, on a vu arriver des mères de famille avec leurs enfants qui n'étaient pas du tout dans le village, qui venaient de très très loin, de 8 ou 10 kilomètres. Moi, je m'étais imaginé que j'étais dans un dispensaire avec un infirmier qui avait des médicaments partout. Je me disais, c'est ça l'Afrique, c'est super. Et en fait, ces gens-là, nous sommes allés chez eux après. Effectivement, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'infirmier, il n'y a absolument rien, il n'y a même pas une case de santé. Et là, au bout du 2e, 3e jour, on a eu 50, 60, 100 personnes qui nous attendaient chaque matin pour essayer d'avoir des soins. Et ça nous dépassait complètement, parce qu'on ne pouvait pas rester très longtemps. Et là, on s'est posé la question de se dire, mais pourquoi? Et en fin de compte, pourquoi? C'est simple, dans ce village, il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de mobilette, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Et il fallait faire 15 km pour celui qui est malade, qui a 42 fièvre, et donc ils ne les font pas. Ils ne les font pas aussi pour une autre raison, c'est qu'en Afrique, il y a 3 choses qu'il faut savoir. Premièrement, la médecine traditionnelle qui n'est actuellement pas respectée, cette médecine traditionnelle est la plus importante. C'est le premier recours de soins. Quand quelqu'un est malade dans la brousse, à 50 km du dispensaire, il va voir le médecin traditionnel. Alors le médecin traditionnel, ça recouvre quoi? Plein de choses. Ça recouvre le guérisseur, le féticheur, le vaudou, le sorcier, l'antisorcier, bref, des valeurs qui sont à la fois symboliques, mystiques, morales, qui nous dépassent, nous, en tant que Français, surtout qui vivent à travers une tradition
qui est une tradition orale, pas du tout écrite, et avec un semblant de connaissance de plantes médicinales qu'ils utilisent, et que moi je ne connais pas du tout, bien sûr, mais qu'ils utilisent, et qui de temps en temps fonctionnent, et de temps en temps sont un peu des charlatans, parce que c'est un peu comme ça, voilà, c'est un peu comme ça l'Afrique. Mais cette médecine traditionnelle-là, malheureusement, on ne s'en sert pas, ne serait-ce que pour faire de l'hygiène, ne serait-ce que pour faire les premiers soins en Afrique qui sont considérables. Deuxièmement, il y a une chose qui est très très importante en Afrique, et je pense partout dans le monde, mais en Afrique c'est encore plus important, c'est la femme. La femme, c'est elle qui donne la vie, la femme, c'est celle qui fait manger, la femme, c'est celle qui travaille. Et quand vous allez dans les champs, vous voyez que c'est souvent les femmes qui travaillent, c'est souvent la femme qui fait la vie, c'est elle qui est le pilier de l'Afrique. Et malheureusement, on ne l'écoute que rarement, puisque ceux qui sont sous l'arbre à palabre, ce sont que des hommes. Et quand on essaye d'intervenir pour construire une case, pour faire des choses, nous, on s'est rendu compte qu'avec les femmes, ça marchait beaucoup mieux. Là, ça fait 3 ans qu'on y est. La 3e année, les femmes ont peint une case de santé. Ça fonctionne, tout, parce que, franchement, ce sont des gens qui sont un peu plus toniques. Je ne sais pas pourquoi, mais en tous les cas, la femme africaine est vraiment merveilleuse. Voilà. Je voulais dire juste un mot des organisations internationales. C'est vrai qu'elles apportent énormément d'argent. La France apporte à l'Afrique 1 milliard d'euros par an. À l'Afrique, pas seulement au Togo. Et c'est un échec un peu quelque part. Les grandes épidémies, le sida, le paludisme, la tuberculose, ça, malheureusement, ça évolue encore. Ce sont des grandes épidémies que n'existent plus en Europe. Pourquoi ? Parce qu'une raison simple, et je finirai là-dessus, quand vous faites une campagne de vaccination, quand n'importe quel site OMS ou n'importe quelle organisation gouvernementale ou non gouvernementale fait une campagne de vaccination, c'est simple, vous mettez 60 millions sur la table, vous vaccinez tous les enfants du pays. Et qu'est-ce qui se passe ? Malheureusement, il n'y a aucun registre d'état civil. C'est-à-dire que vous ne savez pas où ils sont les enfants. Vous ne savez pas qui vous vaccinez, vous ne savez même pas les enfants de qui c'est. Donc ça, c'est dramatique parce que vous vaccinez 50% des patients, et pour avoir une couverture vaccinale en Afrique, que ce soit contre la polio, la diphtérie, la variole ou n'importe quoi, il faut plus de 80% des enfants vaccinés. Donc on n'y arrive pas, c'est un échec. On pourra en dire beaucoup comme ça. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et puis pour finir, le mot de conclusion de Dominique Hervieux. Dit-on, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. À vous de conclure. Juste en 2 mots par rapport à ma pratique, moi, avec les artistes. Déjà, quand on travaille avec des gens si différents, c'est avoir des règles fortes. Et par exemple, il y a des choses difficiles. J'ai travaillé avec des danseurs, garçons qui faisaient le ramadan, par exemple, et on devait faire des spectacles, on devait travailler toute la journée, etc. On ne change rien aux répétitions avec les danseurs. Par contre, nos spectacles, quand ils vont en Chine, il y a eu des commissions de censure qui nous ont demandé de faire des modifications, on l'a fait. Ou en Arabie Saoudite, où les danseuses dansent avec elles n'ont pas les bras nus, avec des manches. Donc c'est cette idée aussi de ne pas jamais être dans une provocation, mais la règle du travail, elle doit être vraiment acceptée par tous. Ça a été, je pense, le succès de l'entente entre nous. Ensuite, c'est répondre à une passion, à une intuition en tant qu'artiste, oser créer ce monde très coloré, avec beaucoup de différences. Et là, dans mon cas, c'est aussi ne pas écouter les critiques d'art. Parce que si nous avions écouté les critiques d'art, on aurait, dès le premier spectacle, changé un petit peu le principe. Et au contraire, c'est depuis 30 ans qu'on approfondit cette esthétique du métissage. Et donc, c'est parce qu'on a eu cette intuition qu'on a pu aussi, je pense, avoir ce succès. Très bien. Merci beaucoup, Dominique Hervieux. Merci à tous nos intervenants. Je retiendrai juste un mot. Écoutez les jeunes. Je pense qu'il n'y a pas de plus beau message pour les jeunes ambassadeurs de Rhône-Alpes. Et je redonne merci à tout le monde. Merci à vous tous, vous toutes. Je redonne la parole à Pierre-Loïc Chantreau. À ça, en effet, vous pouvez applaudir. Et encore plus fort que ça. Et plus longuement que ça. Merci professeur, merci monsieur Gross, merci monseigneur, merci madame Hervieux, merci Jacques, Mahul, merci amiral, merci docteur. Franchement, c'était une soirée tout à fait incroyable. J'ai compris 2-3 trucs. La première chose peut-être, c'est que l'excellence c'est un peu loin, c'est-à-dire que c'est comme quand on marche sur la plage jusqu'à l'horizon.
ça recule quand on avance. Et là, c'est un peu pareil. Et quitte à faire ce trajet, il vaut mieux le faire en bonne compagnie avec des gens différents, si c'est possible avec des jeunes. Et puisqu'on doit marcher longtemps vers l'excellence, autant bien s'entendre pendant qu'on marche ensemble. Donc, je reviens à ce que vous avez dit, c'est-à-dire des relations de respect, des relations d'estime. Finalement, il faut marcher en bonne compagnie, en route vers l'excellence. Monseigneur, je ne m'arrêtais là qu'à l'excellence de notre monde. Pour le reste, je ne sais pas. Merci à tous, merci d'être venus là. Il y aura l'année prochaine une deuxième rencontre des jeunes ambassadeurs avec des thèmes complémentaires. Merci, vraiment merci. Applaudissements.